Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée virtuelle de consultation sur la réfection de l'avenue Bayard et de la place de Bretagne. Je me présente, mon nom est Pierre Guillot-Urtubise, vice-président principal chez National. Je vais être ce soir l'animateur de cette séance de consultation. Je vous informe aussi immédiatement que cette séance est enregistrée et qu'elle sera disponible pour vos voisins et amis qui n'ont pas pu y assister la semaine prochaine sur la plateforme Agora de la ville de Candiac et sur la chaîne YouTube de la ville. Donc, environ une semaine, le temps de préparer l'ensemble des vidéos. Alors, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter les gens que vous voyez à l'écran avec moi. D'abord, M. Normand Diotte, qui est le maire de la ville de Candiac. Vous voyez aussi Mme Anne Scott, qui est la conseillère municipale du district Montcalm, votre conseillère municipale. M. Alain Desjardins, le directeur général de la ville. M. Pierre-Yves Morin, qui est directeur du service du développement. Et M. Marc-André Bergeron, qui est chef de division au génie à la ville. Vous allez entendre aussi pendant cette soirée mon collègue Guillaume Lajoie qui gère la technique de la participation. Alors, de temps en temps, vous allez entendre Guillaume prendre la parole. Alors, quelques mots pour vous expliquer le déroulement de cette soirée. Tout d'abord, je vais, dans quelques instants, céder la parole à M. le maire et à Mme Scott pour un mot officiel de bienvenue. Ensuite, il y aura une présentation PowerPoint, présentation qui sera mise à l'écran par mon collègue Guillaume Lajoie. Alors, tour à tour, les différents intervenants que je vous ai présentés vont vous faire cette présentation PowerPoint. À la fin de la présentation, il y aura la période d'échange avec vous tous. On est maintenant 50 en ligne. Alors, ce sera échange, questions et commentaires. Il y a une seule règle fondamentale, c'est le respect des opinions des uns et des autres. Mais je n'ai pas de doute que ça ne sera pas difficile à faire respecter. Et il y a peut-être des gens parmi vous qui sont moins familiers avec la plateforme Zoom sur laquelle on est en ce moment. Alors, vous voyez à quelque part sur votre écran un petit icône comme des bulles qui s'appelle Q et R, questions et réponses, ou Q&A si vous avez la version anglaise. Ça vous sert à envoyer une question par écrit. Puis vous avez aussi, à quelque part, une petite icône d'une main. Ça vous sert à lever la main. Et à ce moment-là, je vous donnerai la parole à tour de rôle à l'aide de mon collègue Guillaume. Alors, c'est comme ça que ça va se passer. Si pour quelque raison que ce soit, vous avez des problèmes techniques, vous pouvez toujours cliquer sur la petite icône Q et R, écrire votre problème et peut-être que Guillaume pourra vous aider à le solutionner ou bien je prendrai la peine de vous aider pour que tout le monde puisse participer pleinement. Alors, sans plus tarder, je céderai immédiatement la parole à M. le maire, M. Normand Diotte. M. Diotte. Alors, merci beaucoup, M. Urtubise. Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de consultation importante concernant la réfection de votre rue. Je constate qu'on est tout près de 50 ce soir, donc très heureux. Vous avez participé en grand nombre, alors je pense que ça va être une très belle soirée de consultation d'information. Alors, écoutez, vos deux rues, Bretagne et Bayard, parmi les plus vieilles de la municipalité, ont besoin d'une réfection majeure et des investissements importants. C'est pourquoi il est primordial de vous consulter et de vous entendre concernant ce chantier qui se réalisera en 2021. Thank you all for being present tonight at this public consultation session. Le Conseil de ville a pris acte de la pétition que vous nous avez fait parvenir au mois de mars dernier et nous avons entendu. Alors ce soir, les représentants de la ville sont ici pour vous expliquer le projet et répondre à l'ensemble de vos questions. Je vais être avec vous tout au long de cette soirée et à l'écoute, tout comme votre conseillère municipale, Anne Scott, à qui je cède la parole. Bonne soirée à tous. Merci, M. le maire. Mme Scott. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir pour vous écouter, savoir ce que vous avez à dire sur la réfection de votre rue. Je vous souhaite une excellente soirée et je cède la parole à M. Urtubise. Alors, merci, M. le maire. Merci, Mme Scott. Alors, voilà, sans plus tarder,
on va mettre à l'écran cette présentation PowerPoint dont je vous parlais. Alors, c'est mon collègue Guillaume qui va mettre ça. Et je vais tout de suite vous faire une petite mise en contexte pour ceux et celles qui auraient peut-être moins suivi de près ce dossier. Alors, à la page suivante, Guillaume, comme M. le maire l'a dit, à la fin 2019, il y a eu réalisation de plans et devis pour la réfection de l'avenue Bayard et de la place de Bretagne. Et il a fait référence à une pétition. Cette pétition-là est arrivée le 20 février 2020. Elle était signée par plus d'une soixantaine de personnes qui avaient assisté à une soirée d'information où on avait présenté les détails du projet le 18 février 2020. Alors, suite à la réception de cette pétition, je rappelle, il y avait une soixantaine de personnes, donc probablement que presque tous les participants ici ce soir l'avaient signée. Je vous rappelle brièvement que c'était une pétition qui concernait 4 points principaux. D'abord, la présence de trottoirs sur les rues qui n'étaient pas souhaités par les résidents. Il y avait aussi des questions concernant la coupe d'une vingtaine d'arbres et des nouvelles plantations, avec une demande particulière de faire en sorte d'essayer de garder le plus possible les arbres et si on avait à en remplacer, de planter des arbres de bon gabarit. Il y avait aussi une préoccupation sur l'éclairage qui devait éviter une luminosité trop importante. On mentionnait qu'on souhaitait que soient installés des luminaires à faisceau localisés de 3000 K maximum afin d'éviter la pollution visuelle. Et il y avait aussi la question des jardins de pluie urbains, ce qu'on appelle quelquefois les NOUE, N-O-U-E, les jardins de pluie urbains qui étaient prévus en face des résidences. Alors, la pétition disait que les citoyens étaient d'accord avec ces jardins de pluie, mais ne souhaitaient pas qu'ils soient implantés directement devant la maison lorsque c'est possible. Et il y avait aussi des questions sur l'aspect esthétique de ces jardins de pluie pour préserver le caractère unique de la rue. Alors, suite à cette pétition, environ 2 semaines plus tard, Monsieur le maire Diotte a signé une lettre au nom du conseil, envoyée à tous les citoyens, en indiquant clairement que suite à cette soirée d'information et la réception de la pétition, que le conseil avait décidé d'abandonner la construction d'un trottoir et de reporter à l'an prochain l'ensemble des travaux et de faire une révision des plans et devis. Il annonçait aussi une consultation citoyenne qui a lieu ce soir, qui aurait pu avoir lieu avant, mais il est arrivé quelque chose qui s'appelle la COVID-19, qui a bouleversé un peu l'ensemble des plans. Au printemps. On avait même prévu en tout début d'automne faire une rencontre en ce qu'on appelle présentiel, en personne avec chacun d'entre vous, mais les nouvelles directives sanitaires nous ont placés dans une zone où on ne pouvait pas tenir ce type de rencontre. Alors, ça explique qu'on la fasse en Zoom. Alors, on espère que ça va bien se passer. La participation est très bonne. Alors, on n'a pas de doute, on en a fait dans plusieurs villes et puis on en a fait une encore ici il y a peu de temps sur l'avenir des anciens terrains de golf où il y avait plus de 150 personnes et ça s'est bien déroulé. Alors, donc, voilà pour la mise en contexte. Maintenant, on va prendre le temps de regarder en détail chacun des points, des préoccupations que vous aviez soulevées et vous redonner des éléments de présentation et de contexte. Puis ensuite, il y aura la période de questions. Alors, je cède immédiatement la parole à M. Alain Desjardins, qui est le directeur pour les enjeux de, commençons par le financement. Merci beaucoup, M. Arthubies. Avant de débuter l'explication sur le financement, qui va être quand même, somme toute, rapide, j'aimerais, au nom de notre administration, vous présenter nos excuses sur le fait qu'il y a eu peut-être un petit peu de mésentente sur la lettre qu'on vous a envoyée dans un premier temps avec un long lien pour accéder. Notre but était véritablement de nous assurer d'avoir le plus de personnes possible. Alors, je tiens à nous excuser. On va améliorer cette communication dans le futur. De plus, j'aimerais personnellement remercier Mme Lorrain, qui est probablement là ce soir, du moins je l'espère, et qui a aidé beaucoup de ses voisins à pouvoir se brancher correctement ce soir. Alors, Mme Lorrain, personnellement, je vous adresse mes remerciements d'avoir aidé vos voisins et on le voit, le succès est là ce soir. On a plus de 50 personnes.
Maintenant, d'emblée, financement. Simplement, très rapidement, vous savez que c'est un projet de 4,6 millions qui inclut naturellement les honoraires et les services professionnels, la surveillance du chantier, les contrôles qualificatifs des matériaux, ainsi que l'inspection après travaux. En gros, il y aura 4 millions de travaux qui vont être faits. Il y a environ 300 000 qui vont être pour les honoraires professionnels et 250 000 en taxes. C'est bon de le dire parce que très souvent, on entend parler de subventions, mais vous devez savoir que les municipalités, on paye quand même 5 de TVQ sur les projets que nous faisons. Donc, le gouvernement provincial reçoit une part de l'argent qu'il nous envoie. La subvention sera payée environ deux tiers au fédéral et au provincial. Et il y aura une part qui sera assumée entièrement par la municipalité. Donc, vous n'aurez pas d'effet sur votre compte de taxes directement. Cette somme sera environ de 1,4 million et il sera chargé sur un règlement d'emprunt sur une base de 25 ans. Et ce 1,4 million-là représente environ 75 000 de paiement de capital et d'intérêt annuellement que nous allons verser à partir même de nos opérations. Alors, c'est un petit clin d'œil sur le côté financement. Je passerai maintenant au niveau de la vision et les engagements en matière de développement durable. Alors, vous savez, la municipalité a un plan stratégique. Et dans notre plan stratégique, le milieu de vie de qualité supérieure qui est respectueux de l'environnement et qui est orienté vers le bien-être des générations futures et actuelles, c'est une de nos actions que nous avons à entreprendre dans ce plan stratégique-là. Candiac se veut une ville modèle et exemplaire à ce niveau, puis on y travaille très fort. Nous ne sommes pas parfaits, mais je peux vous assurer qu'on y travaille énormément afin de s'assurer que notre choix collectif soit important pour tous. Depuis, nous avons, en plus de nouvelles normes environnementales, depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec, entre autres, via le ministère de l'Environnement, impose aux municipalités des nouvelles normes et on doit naturellement s'y conformer. On fait face aussi à un grand défi, qui sont les changements climatiques. Et ces changements-là, ils nous affectent surtout ici au Québec de deux grands axes. La première, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'accumulation de neige. Malgré le fait qu'on parle de changement climatique, qu'on parle d'augmentation de la chaleur de la planète, en hiver, nous, on va connaître des accumulations de neige plus importantes, ce qui va naturellement résulter à une fonte de neige au printemps qui emmène naturellement un apport d'eau important aux fleuves et aux rivières qui nous entourent. L'autre aspect qui est très important, c'est toute la question des pluies qui vont être beaucoup plus fortes. Pour ceux qui ont déjà été en Floride, vous avez sûrement remarqué qu'à l'occasion, il y a des pluies qui durent que quelques minutes, voire une demi-heure, et ils sont de très forte intensité, mais par la suite, tout arrête. Et naturellement, les réseaux d'eau pluviale que nous avons ne peuvent pas prendre ce genre de capacité-là. Ils peuvent le prendre sur une longue période lorsqu'il y a des faibles pluies, mais des pluies fortes, on n'est pas équipé pour ça. On comprend donc ici que refaire toutes les rues puis grossir uniquement la taille des tuyaux pour faire face à ces deux conditions météo, ça va être extrêmement difficile. D'où l'importance de mettre en place des infrastructures et des méthodes qui vont nous aider à diminuer l'accumulation de ces eaux de pluie et de neige pour ne pas les envoyer directement et rapidement au fleuve. De plus, vous devez savoir que le secteur Montcalm-Sud, l'avenue Barcelone et les bassins qui sont Montcalm-Sud et Montcalm-Nord, c'est nos points faibles actuellement dans le réseau pluvial de la municipalité, d'où l'importance de protéger votre secteur. À Candiac, les infrastructures qui ont été retenues pour l'ensemble de la ville sont les jardins de pluie. Ce type d'infrastructure va nous permettre de maximiser l'infiltration de l'eau dans le sol et nous permettre d'atteindre nos objectifs de rejet demandés par le ministère de l'Environnement. Je sais, et je l'ai vu de vive vue, que les premiers jardins qu'on a faits, surtout sur la rue Halifax, ce n'est pas nécessairement des chefs-d'œuvre architecturaux, mais croyez-moi, on a fait nos devoirs et ceux que vous verrez apparaître chez vous, ils vont créer sûrement des envieux. Tantôt, Marc-André Bergeron vous fera une explication et une démonstration de sa mise en place de ce projet. Alors, je cède maintenant la parole à Pierre-Yves Morin, directeur du développement.
Merci, M. Desjardins. Alors, M. Morin, sur la question des trottoirs, de la mobilité et de l'accessibilité. Merci. Bonsoir. Alors, mon objectif ce soir est de vous expliquer pourquoi nous avions proposé de faire l'ajout de trottoirs sur la place de Bretagne et sur l'avenue Bayard. Dans la première version des plans que nous vous avions présentés le printemps dernier, nous avions indiqué l'intention de la Ville d'avoir des trottoirs sur ces deux avenues pour deux raisons principales. En fait, la proximité, bien entendu, du parc Montcalm, que vous connaissez tous, et également la proximité d'arrêts d'autobus à proximité de ces deux rues-là. Ce soir, on ne souhaite pas vous le présenter pour ramener l'idée des trottoirs. Il a déjà été entendu qu'il n'y aurait pas de trottoir à cet endroit-là. Cependant, il y a deux objectifs dans notre présentation. Donc, faire part des orientations de la Ville en matière d'aménagement de trottoirs, en fait, d'aménagement pour les piétons, pour augmenter la sécurité. Et également, le deuxième objectif, si on veut être sûr avec vous que les enjeux sont bien compris à cet effet, parce que suite à la rencontre de ce soir, on ne pourra pas revenir en arrière. Les décisions qui vont être prises, nous, on va aller de l'avant par la suite avec la confection des plans finaux pour faire la réalisation des travaux. Donc, suite à la rencontre de ce soir, les décisions seront donc définitives et on voulait bien ramener ça avec vous. Dans le cadre de projets de réfection de la place Bretagne et de l'avenue Bayard, nous avons fait notre conception de travaux en se basant sur le guide des aménagements des emprises publiques pour des rues conviviales et sécuritaires à Candiac. Donc, c'est au cœur de notre plan stratégique d'avoir des rues sécuritaires et conviviales et également de faciliter le transport actif et la mobilité sur le territoire, notamment pour donner accès à notre réseau de parcs et à notre réseau de transport en commun. L'emplacement de ces deux rues-là, à proximité du parc Montcalm et de 4 arrêts d'autobus, était pour nous un endroit privilégié pour amener des trottoirs et ainsi faciliter l'accès et augmenter le niveau de sécurité des gens pour se rendre au parc ou aux arrêts d'autobus. Et c'est pour cette raison qu'on souhaitait bonifier le réseau de trottoirs existant, le réseau piéton, en fait, par l'ajout de trottoirs à cet emplacement. Donc, si on passe à la prochaine diapo. Excusez-moi. Voilà. Oui. Bon, les bénéfices de l'aménagement des trottoirs dans les rues résidentielles, comme je l'ai mentionné, c'est bien entendu la sécurité. Plusieurs statistiques nous démontrent qu'il y a une réduction du nombre d'accidents de piétons et automobilistes lorsqu'on a des trottoirs sur des rues, même aussi locales soient-elles. Ça amène un sentiment de sécurité supplémentaire. C'est reconnu également par différentes études et différentes statistiques que les gens marchent plus quand il y a des trottoirs sur les rues à proximité de leur domicile. Donc, ça vient augmenter la santé des résidents. Et au final, l'accessibilité universelle, donc on parle des personnes à mobilité réduite, mais également des jeunes familles qui ont des poussettes, notamment pour se rendre au parc. L'ajout de trottoirs venait répondre à cet enjeu-là d'accessibilité universelle également, qui est très important pour la Ville. Donc, c'est les trois bénéfices pour lesquels nous avions prévu des trottoirs à ces emplacements. On a fait une étude de bonification du réseau cyclable et piéton sur le territoire de la Ville et il était souhaité qu'aux rues menant au parc, on le voit bien sur ce plan d'ensemble de la Ville, il y a des mesures d'apaisement de la circulation, puis également des trottoirs en côté de chaussée pour pouvoir, encore là, répondre à ces enjeux et à ces bénéfices que l'on voit et que l'on souhaitait également apporter ici. C'est important de mentionner que vous verrez dans les prochaines années plus de trottoirs apparaître dans nos quartiers résidentiels, à proximité des parcs, à proximité d'arrêts d'autobus. Donc, dans les autres projets, la Ville souhaite aller de l'avant avec l'aménagement de sentiers sécuritaires pour les piétons. Donc, c'est vers ça que la Ville s'en va. Vous serez maintenant au courant des raisons justifiant ces choix et suite à la rencontre de ce soir, par exemple, votre opinion va être prise en compte pour bien refléter ce que les citoyens de ces deux rues-là souhaitent pour leur propre secteur. Donc, je recède la parole à M. Desjardins. Merci, M. Morin. Alors, M. Desjardins, sur les enjeux plus globaux de circulation. Oui, en réalité, vous savez, c'est un enjeu un peu sociétal qui représente toute la question de la vitesse dans nos rues. Une des solutions pour protéger les piétons de la vitesse, c'est bien entendu de créer un réseau de trottoirs. Mais je peux vous assurer que compte tenu qu'il n'y aura pas de trottoir dans votre rue, bien, nous allons continuer à rechercher des solutions pour apaiser la circulation dans votre secteur. Entre autres, je vous informe que le Conseil a mandaté le comité de circulation afin qu'il analyse l'ensemble des rues de la Ville
dans le but de créer une politique de circulation et d'établir les paramètres de sécurité pour l'ensemble de la ville. C'est extrêmement important parce que peu de villes de notre grosseur qui possèdent une telle politique de circulation. Donc, ça va être un plus pour notre population. Par ailleurs, on a aussi informé à plusieurs reprises le service de police afin qu'il dépêche des patrouilles dans votre secteur. Bon, on voit bien que les résultats n'ont pas toujours été à 100%, puis ils n'ont pas toujours porté fruit, sauf que dernièrement, il semblerait que l'un des fautifs serait moins nerveux au volant, donc il y a un apaisement de ce côté. Mais tout cela pour vous dire que les solutions pour diminuer la circulation, ça passe avant tout par la sensibilisation, de l'éducation, mais aussi à des aménagements physiques qui créent chez l'automobiliste une sensation qu'il fait face à un obstacle. Alors, nous allons travailler là-dessus dans les prochaines semaines et on espère qu'en 2021, on pourra présenter une politique de circulation. Bien entendu, pour ce qui est de 2021, comme il y aura des travaux dans votre rue, je serais fort surpris qu'il y ait beaucoup de circulation rapide parce qu'on voit bien que la rue va être un peu moins carrossable là-dessus. Alors, ne vous inquiétez pas, le comité de circulation travaille à trouver des solutions pour diminuer malgré le fait qu'il n'y aura pas de trottoir chez vous. Maintenant, je cède la parole à Marc-André Bergeron qui va vous parler de l'éclairage et la gestion des niveaux de luminosité. Merci, merci Alain. Donc, lors de la rencontre de février, j'en ai rencontré plusieurs d'entre vous qui êtes ici ce soir. On a abordé certains sujets là, autres que les trottoirs, notamment au niveau de la luminosité, de la coupe d'arbres et de la présence des jardins de pluie. Donc, je vais prendre l'occasion ce soir là, de vous présenter un peu les devoirs qu'on a fait de notre côté là, suite à vos commentaires. Bon, le plus facile au niveau de l'éclairage, on avait eu la question au niveau là, du type de lumière qui était utilisé. Il y avait certaines inquiétudes au niveau des déplacements des lampadaires. Dans les derniers mois, là, on a fait du cheminement et je peux vous assurer maintenant là, que les lampadaires qui sont présentement en place vont rester les mêmes. Il n'y a pas d'intervention majeure là, nécessaire au niveau du système d'éclairage, ce qui fait en sorte que les lampadaires qui sont sur votre rue actuellement sont tous du 3000K. Donc, c'est la lumière qui est recommandée là, au niveau des municipalités, puisque c'est le type de lumière qui est le plus agréable là, pour la population en général. Donc, on a fait justement récemment des ajustements au niveau des DEL. Ce système-là va rester en place et fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas lieu de dépenser là, pour aller faire de la bonification ou des modifications à ce niveau-là. Donc, pour l'éclairage, la réponse est assez simple. En ce qui concerne les arbres, pour l'abattage d'arbres, donc, on a eu plusieurs discussions avec vous. Là. On sait que sur les terrains là, de tous et chacun, il y a certaines situations particulières. Si vous pouvez avancer la slide là, pour que je puisse présenter, même encore un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Donc, on vous a présenté là, lors de la soirée de février là, le type d'analyse qui a été faite avec l'ingénieur forestier à la ville, M. Laperle. Donc, chacun des arbres là, a été bien analysé avec quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, qui s'occupe de tous les arbres sur le territoire. Et évidemment, bon, tout le monde connaît bien la grille du frêne qui est présente sur le territoire, mais dans le secteur des rues, là, dans les baies, on voit beaucoup des chancres bactériens, des gélivures, comme on le voit sur les photos, qui font en sorte que ces arbres-là, qui sont affectés là, gravement, sont très sensibles que ce soit à une tempête ou, bon, dans notre cas, c'est les travaux là, à proximité au niveau du système racinaire, qui fait en sorte qu'on a identifié là, environ une vingtaine d'arbres qui devaient être coupés, qui avaient un fort potentiel d'être abattre dans le cadre des travaux. On avait là, quelques pistes de solutions. Évidemment, je veux renforcer l'idée que de notre côté, là, au niveau des plans et devis, tout ça a été identifié sur des plans et évidemment, la directive n'est pas de couper les arbres, mais bien d'essayer de tout faire en notre pouvoir pour sauver les arbres. Évidemment, si on est capable de le faire en déviant des conduites ou en changeant de méthode de travail, ce sera abordé sur le terrain avec les 20 arbres en particulier qui ont été identifiés. On les connaît bien. On va pouvoir se rencontrer avec l'entrepreneur puis évaluer la situation avec l'ingénieur forestier. En tant que tel, dans les 20 arbres, là, il y en a vraiment 4
seulement là, qui sont en conflit direct avec les travaux. On est en train de travailler sur des solutions d'ingénierie pour bypasser un peu ces arbres-là. Et il y en a 16 là, des 20 qui sont en santé, qui ont des problèmes de santé très graves. Donc, s'il y avait lieu là, au courant des travaux qu'on pouvait, encore une fois, ne pas les toucher, on va les garder, mais il y a de fortes chances, avec tout ce qu'on connaît là, maintenant, avec l'analyse qu'on a faite, que la proximité des travaux va faire un choc trop important sur l'arbre. Donc, il serait assurément endommagé permanemment, ce qui fait en sorte que dans le contexte des travaux, ce serait plus approprié de le remplacer, de refaire une nouvelle plantation, là, de profiter de ce moment-là pour commencer un peu là, le cycle de renouvellement de nos arbres qui sont gravement malades. Donc, on garde encore en tête là, environ une vingtaine d'arbres. Et puis, je vous rassure, là, les personnes, les terrains qui vont être concernés, en fait, vont être mis au courant là, au fur et à mesure de l'avancement dans les travaux. On s'est fait poser la question au niveau des calibres et des essences d'arbres qui allaient être retenues. Donc, évidemment, de notre côté, avec l'ingénieur forestier, on travaille sur des propositions qui vont respecter la nouvelle tendance de variété là, pour s'assurer qu'on n'a pas le même problème généralisé dans certains secteurs. Par contre, avec toute la situation actuelle, le marché qui est très fort en ce moment et les distances là, de route à faire pour certaines espèces, c'est un peu difficile de se positionner sur les diamètres et les types d'essence qu'on va utiliser. On va devoir vérifier là, au courant de l'été qui s'en vient la disponibilité, puis s'adapter avec la réalité du marché à l'aide de l'ingénieur et de l'architecte paysagiste qui nous aide dans ce dossier. Par contre, si un arbre est à proximité de votre résidence, on va faire en sorte que vous êtes au courant là, que cet arbre-là va être abattu, puis on va vous communiquer là, les différents choix qui ont été retenus pour que vous soyez bien mis au courant. Puis s'il y a des demandes spéciales liées à cet aménagement-là, vous allez pouvoir être impliqué via le chargé de projet là, qui va être établi au courant de l'hiver 2020-2021. Donc, c'est une question qui est un peu sensible. On est très au courant. Je veux simplement réitérer là, notre sentiment on est très concerné là, par la qualité de nos arbres et on va tout faire en notre pouvoir pour répondre à la demande, mais aussi à conserver ce qui est déjà en place, qui évidemment fait partie là, de l'essence même de la rue. Donc, c'est ce qui est aussi au sujet des arbres. Ensuite, on a abordé aussi la question des noues drainantes, des jardins de pluie. Évidemment, de notre côté, au sens innovateur, c'est très intéressant d'avoir ce type d'aménagement pour, comme l'a mentionné M. Desjardins, faire face aux futurs changements climatiques. Certains commentaires là, au courant de la soirée ont été émis, notamment sur l'emplacement des jardins de pluie vis-à-vis des façades de maisons, ainsi qu'aux certains jardins de pluie qui avaient été présentés dans les plans d'origine étaient très large, là, visiblement, parce que le besoin était là. Par contre, maintenant qu'on aurait peut-être l'opportunité de les déplacer des deux côtés de la rue, pour nous, ça nous donne une chance là, de garder la même capacité emmagasinante au niveau des volumes d'eau, de manière à ce qu'on puisse réduire là, la largeur et la profondeur des jardins de pluie. Et évidemment, là, on voit la photo de place Hamilton et place Halifax avec les fameux aménagements de pierre et de grilles et le trottoir là, coupé, c'est-à-dire la bande coupée pour laisser l'eau rentrer. On est très sensible là, à ce qui a été fait dans le passé. Cette itération-là est maintenant la troisième qu'on fait sur le territoire. On s'est inspiré de ce qu'il y avait dans les autres villes à proximité, à Montréal, à Québec. Et l'aménagement qui est proposé, c'est vraiment plutôt une bordure de béton rectangulaire qui fait en sorte que l'entretien au niveau de la tonte de la pelouse est beaucoup plus simple à faire. Et les plantes qui vont être aménagées à l'intérieur des noues drainantes vont être des plantes d'entretien faible et qui vont nous permettre aussi de garder la qualité là, de traitement d'eau qui vient avec ce type d'aménagement. Donc, somme toute, on a pris en note là, pas mal les commentaires de tout le monde, puis on est bien confiant là, que la nouvelle itération est pas mal la dernière. On va s'assurer de standardiser ça, puis de bien les répartir sur le territoire pour ne pas encombrer là, l'architecture du paysage telle qu'elle est en ce moment.
On est encore une fois très sensible à ça. Malheureusement, on n'a pas encore localisé quoi que ce soit par rapport à ça. Donc, les personnes concernées là, au moment des travaux seront invitées à communiquer avec le service du génie, puis on pourra élaborer un peu sur le sujet. Encore une fois, si vous avez des demandes particulières par rapport à quelconque aménagement que ce soit, on va vous inviter à nous transmettre ces inquiétudes-là via courriel ou par téléphone. On a des gens qui travaillent sur ce dossier-là, donc c'est très d'actualité. Dans les prochains mois, on va finaliser un peu les aménagements au niveau des plans et devis. Donc, on va accueillir à bras ouverts là, les demandes que vous avez particulières. Puis, ça fait pas mal le tour de notre côté. Là. On est très confiant que l'aménagement va correspondre à ce qui est d'actualité en 2020. Et voilà. Donc, vous retrouverez tout éventuellement là, au fur et à mesure que le projet avance. Toute l'information va être mise sur le site agora.candiac.ca sous la rubrique Grand projet, réfection de l'avenue Bayard et Place de Bretagne. Et puis, comme je l'ai mentionné, là, si des gens dans la salle ce soir là, qui ont des demandes particulières, que ce soit au niveau du déroulement des travaux ou des aménagements particuliers, simplement vous adresser à l'adresse courriel suivante, développement-ville.candiac.qc.ca ou bien simplement rejoindre l'équipe du génie là, au 450-444-6058. Il va nous faire plaisir là, de discuter de ce projet-là avec vous. Merci. Merci, M. Bergeron. Merci, M. Desjardins et M. Morin. Ça met fin à la présentation. Alors, mon collègue Guillaume va remettre les images de tout le monde à l'écran. Voilà, c'est fait. Et on a déjà reçu 5 ou 6 questions pendant la présentation, donc on va les prendre. Je vous rappelle que pour poser une question par écrit, vous utilisez la petite icône avec les bulles là, qui est écrit Q&R ou Q&A en anglais. Et vous pouvez aussi lever la main pour poser une question verbalement. Alors, donc, on va commencer. Je vais les prendre dans l'ordre, là, puis on va pouvoir clarifier et donner réponse à cette question. D'abord, une question d'un spectateur anonyme. Bonsoir. Il n'est pas clair s'il y aura ou non un trottoir sur de Bretagne. Qu'en est-il? Si oui, y en aura-t-il un des deux côtés, un seul côté de rue, etc. Alors, je pense que M. Desjardins, vous avez bien mentionné qu'il n'y aurait pas de trottoir, mais peut-être pour clarifier là, vraiment la question, est-ce qu'il y aura des trottoirs ou il n'y aura pas de trottoir? Non, il n'y aura aucun trottoir d'installer. Ce sera des bordures, donc vous allez retrouver votre rue dans le même design que vous avez aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est très, très, très clair. Alors, il y a aussi une question sur les devis techniques de Mme Lorrain, devis techniques sur lampadaires, lumen, Kelvin, hauteur, matériaux du mât, etc. Alors, M. Bergeron, vous avez dit qu'on ne les changeait pas, les lampadaires, c'est les mêmes, si j'ai bien compris, mais c'est combien? Est-ce que c'est des 3000? Est-ce que c'est plus? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les lampadaires actuels? Oui. En fait, dans le cadre d'un projet qui date là, dans les dernières années, on a fait le remplacement là, au DEL de toutes les têtes de lampadaires pour respecter le fameux 3000 lumens, 3000 K, c'est-à-dire la grandeur du territoire. Donc, c'est standardisé sur le territoire en entier à Candiac et c'est ce qui est fait généralement aussi dans les municipalités aux alentours. Donc, ce qu'on voit maintenant là, dans la rue en ce moment sera la même chose, que ce soit au niveau des mâts, de la lumière, des bases de lampadaires. On va le moins possible toucher au système électrique puisqu'il est fonctionnel et répond aux besoins actuels. En ce qui concerne les devis techniques et tout ça, visiblement, une demande particulière pourrait être répondue dans le cadre d'un autre projet pour répondre au type de globe ou quoi que ce soit. S'il y a des demandes vraiment plus particulières, simplement l'adresser au génie, puis on pourra vous répondre plus dans le détail à ce niveau-là. OK. Mais ceux qu'on a actuellement, c'est des 3000, c'est quoi en termes de cas? Là? Parce que la pétition demandait un éclairage. Attendez, là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. Je vais reprendre le texte de la pétition. Des faisceaux de 3000 cas maximum. Est-ce que c'est ça qu'on a en ce moment? C'est bel et bien ça. C'est bel et bien ça qu'on a en ce moment. Oui. OK, merci.
Alors, une question de Maria Melki. Monsieur le maire, j'ai envoyé à maintes reprises depuis le début de l'été des courriers avec photos pour demander de mettre une consigne visible pour réduire la vitesse. Les courriels que j'ai reçus n'ont pas suscité aucune prise d'action du comité de la circulation. Alors, la solution est pourtant là. Alors, peut-être, M. Desjardins, est-ce que ça fait partie des choses que le comité de circulation évalue, ça? Ou qu'est-ce qu'on fait avec les demandes de Mme Melki de mettre des consignes pour... Je comprends que ce serait de l'affichage ou des choses comme ça. Exact. Effectivement, ça va faire partie de l'ensemble. Vous savez, ce n'est pas la seule et unique rue qui a des demandes d'augmentation de sécurité ou de diminution ou de présence policière, là. Malgré que la plupart du temps, on devrait se questionner à savoir qui utilise ces rues-là. Quand c'est des rues résidentielles proprement dites, souvent, c'est nos propres voisins qui avaient hâte d'arriver pour souper à la maison. Donc, oui, effectivement, on est en train de regarder l'ensemble de la municipalité pour arriver à un standard afin de répondre à l'ensemble de toutes les demandes de nos citoyens. Donc, ne soyez pas découragés, vous allez voir très bientôt, il va y avoir des actions qui vont être portées dans votre... Okay. Alors, j'ai Élie Melki sur le même sujet qui demande est-ce qu'il va y avoir des speed bumps, des dos down sur De Bretagne? Actuellement, on ne privilégie pas ce genre d'équipement-là pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne peuvent être actuellement que mis en été. Ça, c'est la première. Mais la deuxième, c'est que si vous l'avez devant chez vous, du speed bump, vous allez trouver que c'est très fatigant. Puis la plupart des villes où j'ai travaillé, où on a fait ces essais-là, bien, c'était pas long que les résidents en face de ces speed bumps-là nous appelaient pour nous dire de les enlever ou de les déplacer devant le voisin. Donc, on déplace uniquement des problématiques. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième des choses, c'est que passer rapidement sur un speed bump, vous allez voir que ça ne paraît même pas. Donc, ce n'est pas l'équipement que ça prend. Pour vraiment s'assurer d'une sécurité, il faut qu'il y ait un obstacle visuel. Entre autres, des bollards là, serait une option possible qu'on est en train d'évaluer d'ailleurs pour s'assurer de diminuer. Il y a des avancées de trottoirs ou des avancées de béton. Il y a... lorsque les rues sont trop droites, on essaie de créer une inclinaison. Plein d'équipements comme ça. On peut mettre un pot de fleurs en plein milieu de la rue qui fait que la personne ralentit automatiquement, un gros pot de fleurs en ciment. Donc, tout ce genre d'obstacles-là qui va faire que les gens vont nécessairement ralentir à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup plus vers ça qu'on regarde comme option. Oui. Et puis, il y a un spectateur anonyme qui ajoute, pour la vitesse, nous pourrions aussi parler à certains voisins. Voilà, évidemment. Des fois, ce n'est pas des conversations faciles, mais c'est sûr que quelquefois, ça aide. Guillaume, est-ce que j'ai des gens qui ont levé la main et qui veulent poser une question verbalement? Non. Non, pas pour le moment. Alors, personne qui a levé la main. Ah, bien, ça peut de ça, on est quelqu'un qui lève sa main alors que tu fais la mention. Madame Lorrain, je vous cède la parole. Allez-y, Madame Lorrain. J'ai vu que vous aviez une couple de questions par écrit que je m'apprêtais à lire, mais allez-y verbalement, ça va nous changer. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Bon, bien d'abord, merci à tout le monde de s'être connecté ce soir. Je suis très contente de voir qu'il y a plusieurs personnes. Ça aurait été intéressant qu'on puisse voir les autres voisins présents. Là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction entre nous. J'apprécie la présentation, là, mais ça aurait pu être intéressant de pouvoir réagir. Peut-être que les prochaines interventions peuvent se faire verbalement, parce que là, je me disais, puisqu'on en débat là, de la fameuse vitesse sur la rue, vous remarquez en regardant les plans là, que la place de Bretagne, notamment, c'est une rue où il y a deux belles grandes lignes droites qui permettent effectivement à certains voisins de rouler rapidement, mais aussi aux livreurs du PS et autres qui se font de plus en plus nombreux là, depuis le début de la COVID, aussi aux camions de vidange, aux camions de déneigement. Donc, ce n'est pas seulement là, le cas de certains voisins, c'est aussi des camions de service là, qui ont à circuler plusieurs fois par semaine sur la rue et qui montent la vitesse, surtout quand on a des grands terrains, donc surtout quand il y a un voisin qui n'a pas sorti sa poubelle, là, puis qu'il y a beaucoup d'espace entre deux voisins, ils ont le temps de monter la vitesse de façon inadéquate, là, à mon sens, sur une rue familiale comme la nôtre. Donc, est-ce qu'on peut en discuter avec vous, peut-être des options qui sont envisagées? Vous parlez de pots de fleurs, les dos d'âne, nous aussi, on avait fait la demande à la ville, mais pour que dans les travaux là, qui sont à prévoir, ce soit pensé, puis ce soit discuté peut-être entre les voisins là, de ce qui pourrait être le plus avantageux pour qu'on règle vraiment là, la situation.
C'est une bonne question, Mme Lorrain. Monsieur Desjardins, le comité de circulation, est-ce qu'il y a une forme de consultation des riverains, des voisins? Comment ça fonctionne exactement? Oui, bien, effectivement, ce qui va arriver par la suite, c'est que lorsque cette politique-là va écrire avec des standards sur lesquels on va s'appuyer, bien oui, on va rencontrer l'ensemble des citoyens pour les rues problématiques. Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas que la rue de Bretagne, j'ai quand même 2 autres rues là, que je pourrais facilement nommer, que des citoyens se plaignent de la vitesse, malgré encore une fois que c'est des rues que j'appelle peu achalandées parce qu'il y a quand même c'est les gens qui demeurent sur cette rue-là. Donc oui, Mme Lorrain, on va vous consulter là-dessus, on va regarder les options parce que demain matin, on déciderait, exemple, de mettre un gros pot de fleurs dans le milieu de la rue, mais ça se peut aussi que ça déplaise à énormément de personnes. Donc, on va discuter de ces aspects-là aussi à ce niveau-là. Alors, soyez sans crainte au cours du printemps prochain, puis on aura tout l'été pour réfléchir du côté de votre rue parce que malheureusement, les travaux vont durer quelques mois. Alors, mais on va pouvoir se préparer pour s'assurer de mettre les accès sécuritaires le plus possible. Mais donc, si je comprends bien, ce n'est pas réfléchi en ce moment en lien avec les travaux. Les travaux vont aller de l'avant et ensuite, on va réfléchir à l'aménagement d'un pot de fleurs ou d'un... Bien, les aménagements qu'on pense peut-être établir dans votre rue, ça ne fait pas partie des travaux d'infrastructure qu'on est en train d'établir parce qu'en réalité, on n'est pas en train d'établir des trottoirs ou des avancées de trottoirs qui fait que ça vient créer un rétrécissement de la rue. Ce qu'on parle plutôt, c'est d'installer probablement des bollards ou des pancartes, exemple, de personnes ou d'enfants là, pour justement que les gens ralentissent. Puis bien souvent, ils ne ralentissent pas parce qu'ils voient une photo d'un enfant ou d'une personne, un vieillard, une personne âgée. Ils ralentissent parce qu'ils veulent être sûrs de ne pas graffiner le côté de leur voiture parce que là, ils ont peu d'espace pour passer. Alors, c'est plus dans ce sens-là. Donc, ça ne fait pas partie des travaux. Ça va être fait de façon générale pour l'ensemble de la ville. OK. Puis donc, quand vous parlez de bollards, on ne parle pas nécessairement de pistes cyclables non plus, non, qui non, seraient non. déterminées par des bollards. Est-ce que ça a été envisagé? Parce que moi, un de mes problèmes avec le fameux trottoir, je suis la maman de 2 jeunes enfants. Là. Je fais partie des inquiets sur la rue, là, justement, quand la vitesse augmente trop. Puis mon inquiétude avec les trottoirs, c'était de dire, ça ne règle pas la question des vélos. Parce que les enfants ne vont pas rouler avec leur vélo sur les trottoirs. Puis donc, je me disais, ça va faire le trottoir, le vélo, puis encore moins d'espace pour le vélo entre les voitures et le trottoir. Là. Donc, moi, c'était une de mes grandes inquiétudes. Est-ce que l'aménagement d'une piste cyclable qui pourrait aussi être utilisée là, sur le côté par les poussettes ou par les piétons aussi possiblement, là, mais est-ce que ça peut être une option qui pourrait être intéressant, ne serait-ce qu'une ligne blanche? Je sais que ça ne règle pas le problème en hiver, là, mais on fait moins de vélo l'hiver de toute façon. Mais est-ce que ça pourrait être dissuasif? Ou je ne sais pas ce que les autres voisins... C'est ça, j'aimerais ça qu'il y ait de l'interaction là, entre nous aussi là, pour y réfléchir à plusieurs temps. Oui, bien c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura un temps pour ça. On va pouvoir le faire. On va pouvoir en discuter de la pratique uniquement de votre rue, là. Au moment opportun, on va probablement refaire une consultation publique et j'espère qu'elle sera en présentiel et qu'on pourra interagir à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est de votre question au niveau de la piste cyclable, je devrais me rapporter plus à Marc-André. Je ne connais pas malheureusement toute la grandeur de cette rue-là. Il me semble que c'est un peu petit là, pour pouvoir se permettre d'avoir une piste cyclable sécuritaire avec ou sans bollard. Marc-André, est-ce que tu pourrais répondre un peu à ce niveau-là? Oui, puis Marc-André, en même temps, je vais te transmettre la question de Mme Julie Harvey qui demande est-ce que la largeur de la rue Bayard demeurera la même que présentement? Alors, puis il y a 2 ou 3 questions sur la durée des travaux planifiés, l'échéancier, quand est-ce que ça commence, etc. Alors, si tu peux en dire quelques mots, ça serait apprécié. En fait, pour répondre à la question d'origine là, au niveau de la largeur des rues, actuellement, évidemment, si on enlevait les trottoirs, nous, on repartait là, de l'idée qu'on allait refaire la rue à la largeur qu'elle était prévue, qu'elle l'est en ce moment. Donc, c'était littéralement un copier-coller, simplement question de simplifier là, les travaux. Puis, pour nous, c'était simplement là, de suivre la volonté qui avait été établie lors de la première rencontre. Donc, c'est l'idée qu'on avait. Évidemment, on n'a pas travaillé nécessairement sur développer des concepts plus particuliers parce que puisqu'on est parti des commentaires, évidemment, qui avaient été donnés lors de la première rencontre.
Au niveau de la piste cyclable, je vous avoue que comme ça, là, à première vue, ce serait une option qui aurait moyen certainement là, au niveau technique d'agencer. On a toujours trouvé là, assez de place pour mettre un trottoir. Donc, si on ne met pas de trottoir, certainement, il y aurait moyen de changer l'aménagement pour mettre une piste cyclable. Par contre, là, il y a toutes sortes d'enjeux qu'on doit se poser la question. Est-ce qu'on veut mettre une piste cyclable en surélevé qui va être une protection au-delà de la bordure? Est-ce qu'on veut la mettre à l'intérieur de la rue? Des questions à se poser au niveau de l'aménagement. On essaie de standardiser aussi tout ça là, au niveau du territoire. Donc, certainement, il y a une réflexion à faire sur le sujet. Malheureusement, je ne peux pas prendre position officiellement comme ça, là, sans avoir tous les détails et avoir discuté avec les personnes qui sont impliquées, là, notamment au niveau de l'entretien, des travaux publics et tout ça. Par contre, à première vue, je pense qu'il y aurait moyen de travailler cette idée-là et de la moduler de manière à ce que ça réponde à toutes les requêtes qu'on a. Donc, ça pourrait, si je comprends bien, être une idée peut-être débattue et soumise à la consultation avec les voisins éventuellement. Pas dans le cadre de ces travaux-là, mais éventuellement. Est-ce que la question sur la largeur, elle est assez précise? La personne voulait savoir quelle est la largeur actuelle de la rue de Bretagne. Est-ce que tu l'as de mémoire? Tu ne l'as pas? J'ai mes plans ici à proximité, mais actuellement, Pierre-Yves, je ne suis pas certain si... attendez. Bon, si vous ne l'avez pas, vous la trouverez, puis tout à l'heure, vous nous donnerez l'information. C'est pour ceux qui travaillent en mètres. J'ai autour de 7,4 mètres. C'est variable à certains endroits, là, mais on parle d'un petit peu plus que 7 mètres, là, rapidement. 24 pieds. 24-25 pieds dans ce coin-là environ. Donc, c'est à peu près ça qu'on a en ce moment. Comme je l'ai mentionné, au niveau de la piste cyclable, si on a réussi à rentrer des trottoirs de manière géométrique, si la question est vraiment à titre géométrique, là, parce qu'on parle de dimension, assurément, il y aurait moyen de rentrer un couloir circulable, là, un couloir de protection qu'on pourrait appeler piste cyclable. Puis pour répondre à la question subséquente au niveau de la durée des travaux. L'échéancier, oui, de façon générale. Oui, c'est ça. De façon générale, encore une fois, au niveau des plans, ce n'est pas terminé. L'appel d'offres n'est pas lancé. Assurément, tout va changer là, avec le COVID au niveau de la disponibilité des travaux. Donc, on ne peut pas se positionner officiellement. Ce à quoi on s'attend, ce que nous, on a comme attente, là, si on veut, à ce niveau-là. On parlait d'environ 90 jours là, de travaux, ce qui fait en sorte qu'on regarde environ là, de la mi-mai à mi-septembre environ là, en termes d'intervention sur la rue. Évidemment, il faut juste préciser que les interventions souterraines où il y a beaucoup de dérangements, là, une résidence à la fois, c'est ponctuel. On parle de quelques jours, là, 2 à 3 jours, surtout au niveau de l'accès des stationnements pour rentrer dans son entrée privée. Donc, certainement, on parle simplement d'une intervention souterraine d'environ 2-3 jours localisée pour les entrées. Surtout que sur cette rue-là, là, les entrées sont très loin. Donc, il y a moyen là, de s'arranger au niveau des accès dans la planification des travaux. Mais pour le repavage complet, là, qu'on dit on a tout fini, là, tout est nettoyé, final, on parle plutôt de la mi-septembre. Si tout va bien et les travaux commencent à la mi-mai, on parle d'une fin de travaux pour septembre. Merci. Alors, je vais vous dire tout de suite que j'ai 24 questions là, par écrit, donc je vais essayer de vous en passer en rafale. Donc, il y en a une qui concerne l'échéancier. Elle vient d'Alain Tanguay et Anne Kedzierski. Ils demandent quand pourrons-nous voir des plans? Alors, oui. Donc, au niveau des plans, évidemment, avec les commentaires qu'on prend ce soir, là, on se remet tout de suite à la table à dessin. Notre objectif, évidemment, ce serait de pondre une série de plans avant le jour avant Noël, en fait, avant les congés des fêtes pour avoir là, le document pris en main et ensuite partir en appel d'offres en janvier, février. Donc, une fois que ces documents-là vont être disponibles, là, je ne peux pas faire de promesses officielles. Disons mi-décembre, il pourrait être déposé là, sur Agora pour consultation, la plateforme qu'on a montrée tantôt. Donc, une fois qu'on aura le set de plans final là, qui va être prêt pour la soumission, on pourra le déposer, puis ça va être disponible à tous. Donc, évidemment, d'ici à ce temps-là, là, il n'y a pas... je vous invite à poser des questions peut-être plus ponctuelles. Malheureusement, on n'aura pas de réponse finale sur l'aménagement final complété avant la mi-décembre, assurément. Merci. Alors, Mme Frenette pose une question, M. Desjardins. Je pense que vous y aviez déjà répondu. Peut-être qu'elle a manqué le début de la présentation, là, mais
Pouvez-vous nous résumer les frais des travaux et l'impact sur nos taxes? Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'impact sur les taxes, mais peut-être rappeler les grandes sommes là, qui vont être dévolues aux travaux. Oui, bien sûr, Mme Frenette, en réalité, c'est des travaux qui vont totaliser environ, ils sont estimés à 4,6 millions de dollars. Et il y a 4 millions qui sont faits véritablement pour les travaux physiques, donc l'asphalte, les bordures, le réseau de souterrain. Et il y a environ 300 000 dollars sur les honoraires professionnels, parce qu'il faut quand même designer et faire travailler les ingénieurs à ce concept, mais aussi il y a tout un contrôle de qualité. Maintenant, on fait beaucoup de tests au niveau du réseau pour s'assurer qu'effectivement, les travaux qui vont être faits, ils vont être faits pour longtemps. Et il y a 250 000 $ qui vont être payés en TVQ au gouvernement du Québec pour les travaux. Donc, grosso modo, c'est ça. Pour répondre à votre question, est-ce que ça aura des impacts sur mon compte de taxes? Non, puisque nous avons reçu une subvention du gouvernement fédéral et provincial qui totalise environ 66 à 70 % des coûts de travaux, donc pour 3,2 millions. Et le reste, c'est un règlement d'emprunt sur 25 ans, mais qui est chargé à l'ensemble de la population. Donc, tous les candidatoires vont payer pour les travaux qu'ils vont avoir dans votre rue à ce niveau-là. Et ça représente 1,4 million qui, annuellement, représente environ 75 000 $ de remboursement de capital et d'intérêt. Voilà. Merci. Alors, je vais lire quelques questions et commentaires qui concernent l'aménagement de la rue. Pour vous donner une idée, Mme Lorrain, là, vous vouliez savoir si les gens interagissaient. Alors, il y en a quelques-uns déjà. Alors, vous aviez demandé, est-il possible de penser à d'autres types d'aménagements afin de ralentir la circulation sur rue? Alors, on a eu la réponse tout à l'heure. Oui, ça va pouvoir être évalué ultérieurement. Je défile là, dans la liste des commentaires. Il y a quelqu'un qui dit l'idée de pot de fleurs a déjà été testée dans le passé sur les rues Augustin et Dagobert sans succès. C'est M. Charles-André Fortier qui fait ce commentaire. M. Alain Tanguay et Mme Anne Kedzierski disent « Nous préférons aucune piste cyclable ». M. Tanguay et Mme Kedzierski, encore une fois, gardons la rue à la même largeur. Alors, Madame Lorrain, je ne fais pas expressement la demande d'une piste cyclable. J'aimerais entendre mes voisins à ce sujet. Est-ce possible de solliciter leur opinion ce soir? Alors oui, je le fais. S'il y a des gens qui veulent déjà nous donner des commentaires, je vais les lire. Puis, une fois que je les ai lus, Guillaume les libère et puis ils seront disponibles pour consultation là, quand vous irez voir sur Agora l'enregistrement de cette séance. On a quelques questions sur les jardins de pluie ou ce qu'on appelle les noues drainantes. Alors, on va y aller là-dessus. Puis, M. Bergeron, ça va être vous. Là. Qui sera en charge de l'entretien des noues drainantes, le citoyen ou la ville, demande M. Charles-André Fortier. La volonté, en fait, ces noues-là, donc, ils ont des particularités techniques quand même importantes là, au niveau de la capacité de filtration. Donc, on a pris la décision d'en prendre charge au niveau des travaux publics, de l'entretien. Évidemment, le choix des plantations et de l'aménagement sera fait en fonction qu'on aura le moins d'entretien possible. Donc, on va certainement demander aux gens là, de pas interagir là, en ajoutant de la terre noire ou des fleurs particulières parce que c'est pas le type de plantation qui est requis dans cet aménagement-là. Donc, pour être clair, la Ville, Travaux publics, va s'occuper de l'entretien des noues drainantes. Ce ne sera pas aux citoyens de le faire. Et s'il y a vraiment un désir particulier de le prendre en charge, mais un guide d'entretien pourra être communiqué pour s'assurer de garder la fonctionnalité de l'ouvrage. Voilà. En parlant de la fonctionnalité, M. Jean-François Pilon pose la question du taux de percolation que vous avez calculé, considérant que le terrain en place est de l'argile et que c'est totalement imperméable. Alors, est-ce que vous avez fait des mesures là-dessus? Oui, assurément. Malheureusement, je vous avoue que je n'ai pas nécessairement le détail technique par rapport à ça. J'en prends note. Peut-être j'invite M. Pilon à nous renvoyer un courriel avec des demandes techniques aux besoins qu'on pourra répondre de manière un peu plus officielle.
Par contre, je rappelle là, qu'il y a 2 volets un peu à cette noue drainante-là. Là. Il y a vraiment le concept de filtration des particules en suspension là, qui est fait via des granulats de la pierre nette, en fait. Là. Donc, ça permet de filtrer les sels déglaçants, tout ce qui vient un peu de la route, là, la boîte et tout ça. Et il y a aussi le volet que, au-delà de l'argile, bien que ce soit somme toute imperméable, on se retrouve avec quand même un bassin volumineux, là, un certain volume qui peut être repris lors d'un gros coup d'eau, un peu pour reprendre là, la charge, la charge, le premier coup d'eau qui va se tenir dans le bassin, puis il va nous permettre, là, va permettre au reste du réseau là, d'absorber ce choc-là. Donc, au-delà de l'infiltration d'eau naturelle qu'il y a aussi la fonctionnalité de bassin de surdimensionnement là, au niveau d'aménagement local là, de la rue. OK. Alors, M. Pilon posait l'autre question. Quel volume d'eau va être assimilé par rapport au débit maximum? Quel est le débit maximum? Alors, ces questions-là, vous pourrez fournir l'information à M. Pilon. Mais moi, je vous suggère, s'il y a une question de nature technique comme ça qui intéresse plusieurs citoyens, peut-être qu'on peut aussi mettre une petite fiche ou une note sur Agora. Puis comme ça, chacun qui souhaitera avoir ces types d'informations-là pourra l'obtenir. Madame Suzanne Mercier aimerait savoir à quel endroit exactement seront installés les jardins de pluie. Et M. Valran dit, vous avez mentionné que vous installeriez des jardins, des plans d'eau, des jardins de pluie des 2 côtés de la rue. À quel moment aurons-nous les devis et les plans revisés? Est-ce que c'est possible de les avoir avant le début des travaux? En fait, ce que je comprends, c'est que les gens veulent savoir où est-ce qu'ils vont être exactement. Là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Donc, l'endroit local, là, on ne l'a pas encore, évidemment, parce que les plans ne sont pas complétés. Par contre, là, si je me réfère au premier commentaire, on avait parlé d'éviter le plus possible en devanture des maisons, là, évidemment, parce que bon, il y a peut-être un volet visuel qui est moins intéressant, bien qu'on va se forcer pour faire ça beau. Mais si on suit les commentaires, là, on avait comme idée d'essayer de les positionner là, à la ligne de propriété de manière à ce que la présence du jardin de pluie soit partagée entre 2 voisins. Habituellement aussi, il y a des aménagements peut-être moins intéressants à ces endroits-là, donc entre les deux propriétés. Puis, comme je l'ai mentionné, n'ayant plus de trottoir de l'autre côté, ça va nous permettre d'utiliser l'autre côté de la rue aussi pour bien répartir là, les 13 ou 14 jardins de pluie qu'on avait en tête. Donc, il n'y en a pas énormément. Assurément, maintenant que tout a changé au niveau des trottoirs, on a un petit peu plus de liberté là, de les positionner de manière stratégique. Il faut savoir que dans la première itération qu'on a présentée, là, pour ceux qui étaient là, effectivement, il y avait des endroits qui étaient peut-être un peu questionnables là, au niveau de la position du jardin de pluie, mais il y a des éléments souterrains là, qu'il fallait prendre en compte. Particulièrement au niveau des conduits électriques qui étaient en conflit avec cette localisation-là. Donc, de pouvoir les mettre de l'autre côté de la rue, de les répartir, on va certainement étudier la stratégie pour mieux les localiser suite aux commentaires. Donc, pas en devanture, peut-être partagé sur la ligne de propriété. Et aussi au niveau des dimensionnements, j'avais eu le commentaire qu'il y en avait qui trouvaient que c'était très profond. Donc, on va essayer certainement de les mettre un petit peu moins profond, plus de forme rectangulaire, là, comme on l'a vu dans la présentation. Ce serait ce qu'on aimerait mettre en place. Oui, mais alors, Mme Marie-André Latreille se demande si on va avoir des photos exactes ou des dessins là, spécifiques pour ces jardins de pluie, parce que ceux sur la place Hamilton, comme vous l'avez mentionné, ne sont pas très beaux. Est-ce qu'à un moment donné, on va voir le type de jardin de pluie ou ce que vous avez montré, là, il y en avait une photo je pense que c'était à Montréal. Est-ce que ça va être comme ceux-là ou c'est un autre type? En fait, je vous avoue, on s'est inspiré de ce qu'on a vu un peu partout. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photos qui représentaient bien là, ce que nous, on veut faire. Par contre, on travaille là, avec une architecte paysagiste à l'interne. Donc, dans le même concept via Agora, probablement qu'on va pouvoir donner de l'information puis développer un aménagement conceptuel, là, un rendu 3D là, qu'on pourrait donner sur Agora. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions sur la qualité des aménagements qu'on veut faire là. Donc, de notre côté, j'en prends note, puis j'essaierai dans les prochaines semaines de déposer un rendu visuel de ce qu'on veut mettre en place. Merci. Bon, alors on va laisser les jardins de pluie là, parce qu'on a fait plusieurs questions. On va y aller sur les arbres, mais ça va être encore vous
Oui, pas de problème. Merci, M. Jaron. Alors, Mme Lorrain, au niveau des arbres à abattre et ceux de remplacement surtout, est-il possible pour nos 2 rues qui sont déjà très touchées par la grille du Frêne de prévoir planter des arbres qui sont plus gros que ceux que vous plantez habituellement à Candiac? Alors, elle met en parenthèse 50, 60, 70, 80 mm. Oui. Donc, cette question a été abordée encore une fois là, en février, puis j'ai fait un petit peu plus de recherche à ce niveau-là avec les professionnels dans le domaine. Personnellement, là, j'ai vraiment été au fond de la question et toutes les réflexions viennent un peu au même endroit. Plus le diamètre de l'arbre qui est planté est gros, plus grand le choc de plantation est important. Et comme je l'ai mentionné tantôt dans la première présentation, ces arbres-là souvent viennent de loin, ils viennent de l'Ontario, ils ont beaucoup de chemin à faire. C'est pas toujours le top qualité, là, si on veut, ce qui fait en sorte qu'on est très frileux à ce niveau-là de remettre des arbres de gros calibre parce qu'ils demandent une attention particulière. Et malgré toute cette attention-là, il y a beaucoup d'instances où l'arbre va finir par ne prendra pas parce que le choc est trop important. Quand on plante un gros arbre qui subit un très gros choc, même s'il survit au choc et vient qu'à se développer, comparativement à un arbre de petit diamètre, dans 4, 5, 6 ans, somme toute, va avoir sensiblement le même résultat. Donc, au volume qu'on doit en faire, c'est plus approprié de planter des arbres de, je vais les appeler moyen diamètre, 50, 60 mm. Encore une fois, si le marché le permet, la disponibilité des essences qui sont disponibles avec les contacts qu'on a, certainement, il n'y aura pas de choix. On ne fera pas exprès de prendre des petits arbres. On va prendre le meilleur de la qualité qu'on peut retrouver, assurément. On a les gens pour l'évaluer aussi dans l'équipe. On va garder un œil très proche sur ça. Encore une fois, on va faire ce qu'on peut avec ce qui est disponible. Et malheureusement, je doute fortement qu'on voit des arbres de 4 pouces. Mais si l'opportunité est là, il n'y aura pas de gêne, assurément, on va aller de l'avant. Merci. M. Pilon posait la question sur les 20 arbres en question. Là. Combien il y avait de frênes là-dessus? C'est une très bonne question. Je ne saurais dire parce que là, ça me fait poser la question. J'avais en tête que c'était majoritairement des érables de Norvège. Par contre, maintenant que la question est posée, j'ai un doute. Donc, je ne saurais dire, malheureusement, sur le sujet. J'ai la liste des arbres, mais tous les noms sont en latin et malheureusement, je vais me positionner avec l'information que j'ai sous les yeux. Encore une fois, on en prend note, puis on pourra développer un peu sur Agora via un petit mémo. Merci. Parce que je pense que Pierre M. Arthubi, ce qui va être intéressant, c'est aussi de dire aux citoyens qu'on retient beaucoup de leurs questions aujourd'hui. On sait qu'on ne répond pas à tout, mais sur l'Agora, on mettra probablement une section questions et réponses par rapport à certaines questions qui n'étaient pas claires. Alors, soyez rassurés, vous allez avoir toute l'information. Merci. Alors, je vais prendre maintenant quelques questions, commentaires, par exemple. Madame Chantal Frenette, moi aussi, pas de piste cyclable. Alors, donc, voilà, j'essaie de garder une certaine logique dans les questions. Là. Nous préférons pas de piste cyclable, merci. Jacques Sanson. Alors, on comprend que ce n'est pas le débat ce soir, mais déjà de voir des commentaires comme ça, ça permet de voir qu'il y a une pluralité de vues. Et Monique Legault, nous souhaitons garder notre rue comme elle est, sans piste cyclable. Voilà. Donc, je reviens dans le haut de la liste des questions. On va essayer d'aborder, bon, les frênes, on l'a fait. Une fois les jardins de pluie aménagés, la réfection à long terme sera-t-il sous la responsabilité de la ville ou du propriétaire? La réfection aussi sous la responsabilité de la ville, M. Bergeron? Pas juste l'entretien, mais la réfection. De la rue? Non, des jardins de pluie. Ah oui, assurément, parce que évidemment, les aménagements vont être à l'intérieur de l'emprise municipale. Donc, assurément, ce sera... OK. Donc, à la fois l'entretien et aussi la réfection éventuelle si jamais il y a des problèmes. Donc, il n'y a pas de charge là, aux résidents. Un spectateur anonyme. Les mâts de plusieurs lampadaires sont usés, bossés et malpropres. La preuve, je suis proprio au 67 PB et l'empreinte des mains des enfants du propriétaire original de 1960 sont encore dessus.
Alors, au moment de l'investissement, ça vaudrait drôlement la peine d'en mettre un peu plus et d'améliorer le visuel et le côté architectural des mâts ainsi que la couleur plus neutre. Alors, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. On en prend bonne note. Je peux peut-être répondre une partie oui, de si vous réponse voulez, en si vous fait. réagir. Simplement pour parler un peu de la réflexion qu'il y avait eu par rapport à ça. Là, on parle quand même des montants assez élevés là, liés à ce genre d'aménagement-là. Donc, il avait été établi là, au niveau du territoire de manière généralisée qu'on allait continuer avec ce qu'on avait de disponible si la fonctionnalité était bien remplie. Malgré tout, effectivement, il y a peut-être certains lampadaires localement qui ont été abîmés, qui ont subi, bon, je ne saurais dire, là, ces interventions-là font partie du programme d'entretien général du territoire. Donc, s'il y a une demande particulière, là, on a nommé une adresse, ce serait, on l'a pris en note, là, mais ce sera adressé au niveau du programme d'entretien généralisé là, Merci. Guillaume, est-ce que j'ai d'autres gens qui ont levé la main et qui veulent prendre la parole? Oui, plusieurs mains levées, effectivement. Donc, on a M. Pascal Tauvette. Monsieur Tauvette, la parole est à vous. Ben, avant de parler, M. Tauvette, Guillaume, peux-tu me dire combien on a de gens qui ont levé la main? On a 3 mains levées. 3 mains levées, d'accord. Alors, M. Tauvette, la parole est à vous. Oui, merci. En fait, je vais faire un petit peu de pouce sur le commentaire de Mme Lorrain par rapport à la sécurité de l'aller. En fait, je vous invite à réfléchir pas juste à faire pendant les travaux, mais réfléchissez dans votre planification des innovations, en fait, de gérer le trafic. En fait, nous, les résidents, je crois que quand on voit, en général, les gens respectent la limite de vitesse, puis que ça se passe très bien. Les piétons, on a beaucoup de piétons sur notre rue. C'est une rue que les gens aiment prendre leur marche. Quand ça se passe avec une vitesse raisonnable, tout se passe bien dans notre rue. Il y a peut-être quelques suggestions qu'on peut vous amener à réfléchir. Le passage au parc, moi, je pense que ce coin, étant donné qu'il est sur un coin, de manière qu'il se présente, s'il y a des enjeux de vitesse, je suis toujours inquiet par rapport aux enfants qui sont en vélo. La mesure de sécurité n'est pas adéquate pour des enfants en vélo. Ils vont passer en dessous de la clôture. Puis un jour, il va arriver quelque chose dans ce coin-là. Puis c'est souvent là, ceux qui sont qui ont des enjeux de vitesse, c'est là qu'ils décident de dégeler une œuvre puis de couper le coin là, avec des épex parce qu'ils sont pressés, parce que soit qu'ils se sont trompés de rue, puis ils veulent sortir de là le plus vite possible, puis ils ne sont pas intéressés à visiter le quartier. Donc, pensez à ça dans votre temps. Parce que moi, je crois que si la vitesse est bien contrôlée sur notre rue, la coexistence se fait très bien. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des gens sur notre rue étaient contre l'idée d'un trottoir, parce que si on a une bonne maîtrise, toute cette coexistence-là se passe bien. Cette rue-là a été dessinée sans trottoir il y a 60 ans quasiment, là, 55, 52 ans, 53 ans. Puis je pense qu'il faut respecter le concept architectural de cette rue-là avec les marges, puis pas aller pousser dans les marges des terrains pour créer une nouvelle infrastructure qui n'était pas là d'emblée. Mais il faut faire de quoi par rapport à la vitesse, c'est sûr. Donc, si vous êtes capable d'aménager dans votre planification déjà des éléments de réduction de vitesse, je pense que tout le monde va être gagnant. Puis en fait, je pense que c'est peut-être une opportunité d'innovation aussi pour que la Ville pourrait mettre en place pour les prochaines réflexions avec des concepts similaires, parce que je suis sûr que vous allez faire des audiences avec les citoyens des autres rues, ils vont probablement arriver avec les mêmes doléances. Fait que je pense qu'il y a une opportunité. En fait, ça, c'était mon commentaire. L'autre, j'ai une question par rapport à la coordination des travaux, puis aussi le fait que nos maisons ont souvent des entrées d'eau qui sont vieilles, désuètes, puis des égouts. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de coordonner les travaux si on décide de faire des travaux de rénovation à ce moment-là? Puis ça va être quoi la marche à suivre si on décide de faire ces travaux-là? Excellente question, M. Tauvette. D'abord, merci pour vos commentaires sur la vitesse. C'est sûr que c'est pris en note. La coordination des travaux, Marc-André, est-ce que c'est envisagé? Et si oui, comment ça marche? Oui, assurément. En fait, bon, évidemment, comme je l'ai mentionné, si on dépose les plans sur Agora, ça remplit aussi ce volet-là. Donc, on va inviter les gens à consulter. Puis, s'il y a des aménagements particuliers, j'ai parlé tantôt d'aménagements particuliers, mais assurément, les entrées d'eau, qui serait une belle opportunité de refaire les entrées d'eau, les raccordements au niveau du pluvial. On parle de drains français.
que ce soit n'importe quoi. Là. Donc, je vous invite à l'adresser au courriel qui a été présenté. Peut-être même à la fin, on pourrait laisser le fond d'écran pour le rappeler. Oui. Ce sera pris en note et inscrit à même les plans et devis. Donc, on pourra mettre une note là, vraiment localisée pour les adresses. Citoyens demandent nouvelle entrée d'eau, communiquer avec telle personne. On pourra se garder une liste. Assurément, cette information-là va être communiquée à l'entrepreneur. Puis, le chargé de projet qui est responsable de ça, là, une fois que l'appel d'offres sera remporté, là, on parle d'environ le mois de mars, localement, on pourra aller tous vous contacter, là, ceux qui ont des demandes particulières pour que ça soit pris en compte lors des travaux. Peut-être un point important, par exemple, que les citoyens doivent savoir. Cependant, nous, on va vous référer à l'entrepreneur, on va référer votre cas, la demande à l'entrepreneur et vous aurez à discuter avec l'entrepreneur à ce niveau-là. On va coordonner, bien entendu, avec l'entrepreneur parce qu'on n'ira pas creuser chez vous pendant qu'on n'est pas encore rendu, mais en même temps, il faut comprendre que ce n'est pas la ville qui va prendre en charge la réflexion qui est sur votre terrain privé. Ça va être à vous à suivre, au même titre que si demain matin, vous décidiez de le faire alors qu'il n'y a pas de travaux de la rue, vous feriez exactement la même chose. Alors, je veux juste clarifier cet aspect-là. Ce n'est pas la ville qui va le faire, mais bien vous qui serez en charge de le faire. Merci. Alors, je vais prendre une autre main levée. Guillaume, puis ensuite, j'ai 28 questions et commentaires. Alors, on va en passer en rafale. Bien sûr, on a Elisam, je ne pourrais pas vous dire le genre de monsieur ou madame, donc monsieur ou madame Elisam, je vous laisse parler. Oui. Oui. Allez-y, Elisam. Vous m'entendez tous? Oui, monsieur Elisam. Bonjour, bonsoir. Au début de l'introduction, en fait, l'explication du projet complet des infrastructures, vous mentionnez que ce soir était une présentation finale et que vous allez aller en appel d'offres en janvier. Puis là, on comprend que vers mars, on débuterait, peut-être pas mars, mais au début de la saison, c'est-à-dire mi-mars, je pense. Mi-juin, les travaux. Mi-mai, mai ou juin, c'est ce que M. Bergeron a dit tout à l'heure. OK, 90 jours, bon, très bien. Ma question, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'interventions par rapport à la sécurité dans notre rue, mais aussi, au départ, c'était l'harmonisation du décor. L'architecture qui est dans cette rue, ce cachet qui est complètement naturel et qui n'est pas dans toutes les rues de Candiac. Parlons des nouvelles rues, mais les vieilles rues, c'est recherché. Et là, si on vient polluer visuellement par des enseignes juste pour ralentir, c'est pour ça que je trouve très pertinent le commentaire qui vient d'être fait avant moi pour j'étais dans la même position là, de regarder des idées nouvelles qui aideraient, entre autres, notre quartier à rester belle. En fait, cette rue à rester belle, mais aussi de ne pas juste mettre un bollard qui est non planifié 6 mois plus tard que les infrastructures sont complétées pour venir percer à nouveau la nouvelle asphalte ou de recreuser pour refaire une bordure de béton qui rapproche et rétrécir la rue. Je crois que tous les citoyens de la rue seraient offusqués de retravailler sur quelque chose qui est déjà complété et fini, de faire un projet complet et bien étudié ensemble. Je veux dire ensemble, pas nécessairement nous, mais je veux dire le projet de signalisation et d'infrastructure soit fait simultanément. Et si on n'a pas de commentaires à dire, parce que c'est une seule discussion qu'on a ce soir, et après vous allez aller en appel d'offres, ça va être choisi. Qu'est-ce qui se passe si vous faites des travaux en juin, juillet et août, et finalement on voit le résultat, et qu'on a eu une semaine ou deux de consulter les plans sur le site Agora et que tout le monde est en désaccord, qu'est-ce qui va se passer? Je trouve ça un petit peu rapide de faire les travaux sans voir les plans plusieurs mois à l'avance. Oui. D'abord, pour les plans, là, je ne vais pas répéter ce que M. Bergeron a dit, mais on ne parle pas de rendre publics les plans au mois de juin. On va les rendre publics bien avant ça. Ils vont les avoir. Mais c'est mi-décembre, si j'ai compris, approximatif. Si ce n'est pas le cas fin décembre, tout le monde va être à Noël en congé. Est-ce qu'ils vont se souvenir de regarder les plans? Et en janvier, on passe en appel d'offres. Alors, c'est très peu de temps pour faire des modifications de plans. Si 50 personnes comme citoyens ont des commentaires
peut-être contraire au plan. Je ne veux pas dire que vous allez le faire, que ça va être affreux, mais on a quand même, j'imagine, un mot à dire dessus le design. Je comprends la question. Pierre, si tu permets, je vais Oui. continuer. En fait, je comprends maintenant que c'est bien expliqué. Là. Effectivement, c'est très peu de temps. Par contre, on ne s'attend pas à ce que ces commentaires-là changent la nature là, des travaux. Donc, on parle quand même du remplacement des infrastructures souterraines de la rue complète. C'est l'enveloppe principale budgétaire du projet. Donc, pour nous, c'est avantageux d'une manière stratégique au niveau du calendrier d'aller au mois de janvier en appel d'offres pour commencer les discussions et se réserver un peu, si on veut, une plage là, dans le marché des réfections de chaussée. Ceci étant dit, si en appel d'offres, il y a des changements, il y a toujours moyen de passer par des addendas et même au final, évidemment, on vous demande peut-être si vous avez des idées de rénovation, vous voulez faire des interventions, assurément, on vous recommande, là, maintenant qu'on est tous là, je passe le mot, avisez-vous, nous d'avance pour qu'on puisse le planifier et le mettre directement dans les plans et devis. Par contre, s'il y avait une malchance, puis bon, vous changez d'idée en cours de route, assurément, on pourra réagir là, durant les travaux. Si c'est possible, on va le faire certainement. On n'empêchera pas là, de faire les ajustements si on peut moyenner sur le terrain, de s'arranger. Donc, ça laisse vraiment tout ce temps-là là, jusqu'à la production des travaux en juin, avoir de la discussion. C'est pas parce que c'est pas inclus au plan de vie qu'on ne peut pas coordonner correctement. Maintenant, je voudrais simplement revenir sur ce que M. Desjardins a dit. Nous, on va amener les entrées d'eau et les raccordements résidentiels jusqu'à la ligne de propriété. Si par après, vous décidez d'amener, je ne sais pas, moi, vous refaites un drain français, par exemple, qui est une intervention assez importante, ben, le tuyau qui va prendre ce raccordement-là va être déjà amené à la ligne de propriété, donc en dehors de l'emprise de l'asphalte. Donc, il y aura moyen là, de venir se raccorder par après à cette ligne-là qui est en retrait là, de la bordure de béton. Par contre, évidemment, là, si je ne saurais dire, là, en fait, j'aurais de la difficulté à voir là, le type d'aménagement, de travaux qu'un citoyen privé pourrait faire qui pourrait endommager là, le nouveau produit. Le seul à quoi je pourrais penser, c'est peut-être au niveau des entrées charretières, là. Donc, si évidemment on refait la bordure avec l'aménagement qui est d'actualité, puis dans le cadre d'un projet là, futur, vous voulez élargir une deuxième largeur d'entrée, ben là, il y aura lieu de venir couper la bordure, peut-être, des trucs comme ça. Si vous le savez d'avance, évidemment, on peut les mettre dans les plans, mais on met tout en projection externe pour s'assurer justement de ne pas venir avoir ce problème-là. Mais prenons un exemple concret là, dans la foulée de ce que M. Elissam a posé comme question. Admettons que quelqu'un regarde les plans et dit « Mon Dieu, ce jardin de pluie-là, je ne le trouve pas très bien placé. Il me semble qu'il devrait être quelques pieds plus à gauche ou quelques pieds plus à droite. Est-ce qu'il va avoir de la marge de manœuvre pour vous appeler, regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, même si vous avez déjà mis les plans ou bien lancé un appel d'offres? Est-ce qu'il y a de la marge? Ce genre d'ajustement-là peut se faire là, assez facilement. Puis, je ne vous cacherai pas que malgré qu'on passe beaucoup de temps sur les plans et devis, il est possible qu'on manque des petits détails comme ça, des conditions de terrain. Déjà, j'ai vu qu'il y a des arbres qui sont localisés sur les plans, mais qui ne sont plus nécessairement sur le terrain. Ils ont été déjà essouchés. Donc, il y a des petits ajustements à faire. En termes de contrat général, il n'y a pas de problème avec l'entrepreneur. Nous, on continue. Puis en parallèle, bien, on va pouvoir continuer de prendre des commentaires puis s'ajuster sur le terrain. Un exemple concret, déplacer un jardin de pluie, évidemment, il y a des pentes à respecter. C'est simplement un détail d'ingénierie qu'il y aura à réviser en cours de route. C'est un petit ajustement. Il ne devrait pas avoir de problème pour ce genre d'intervention-là. OK, merci. J'ai une question d'un spectateur anonyme. Je vais en prendre quelques-unes, puis je reviendrai aux mains levées. Comment allons-nous sortir nos poubelles et nos bacs de recyclage pendant les travaux? Une très bonne question. Cette question est abordée dans les devis qui sont présentés en appel d'offres. Donc, on va demander un peu de collaboration là, au niveau de l'amener sur la bordure de chaussée. Mais l'entrepreneur va être responsable là, de bouger tout ça et de fournir les services nécessaires pour continuer la collecte des ordures, du recyclage. Et j'en profite aussi pour mentionner que dans nos devis là, à Candiac, on a toujours les mêmes clauses, celle de la collecte, mais aussi du nettoyage en fin de la semaine. Donc, à tous les vendredis, on va demander aussi de venir fermer tous les trous
s'assurer que les passages piétonniers sont tous entretenus, que le balai est passé dans les rues adjacentes. Donc, on est très strict à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur certains projets là, en ce moment, mais on a rehaussé la barre là, à ce niveau-là. Donc, si vous avez d'autres inquiétudes particulières là, qui sont en dehors là, des collectes, des trucs généraux, là, je ne sais pas s'il y a des besoins particuliers ou quoi que ce soit, vous voulez sortir, vous avez des travaux, vous devez sortir des conteneurs, simplement nous en aviser, puis nous, on va s'arranger là, pour avoir une coordination directement avec l'entrepreneur sur place pour que tout reste fonctionnel. Merci. Question de Wayne Goldthorpe. Does this project have any impact or require work on the drainage and collectors located at the rear of our properties on Place de Bretagne? Est-ce que ça a un quelconque impact sur les réseaux de drainage et collecteurs qui sont derrière les propriétés sur Place de Bretagne? Non. Donc, no impact. No impact, je vais le dire en français, puis je vais traduire par la suite. Pour cette question-là, on n'a pas cette portion-là des travaux ne fait pas partie des plans et devis. Donc, c'est comme je l'ai mentionné, c'est simplement dans l'emprise municipale en devanture. Donc, to answer your question in English, anything that's out of the frontage of your property is part of the works. Anything else is not considered in this project. So, anything that's out of the scope of work of the municipal, the city territory is not part of this project. Merci. Question de Maria Melki, peut-être pour M. Desjardins. À clarifier, s'il vous plaît, quelle est la cause principale derrière l'exécution de ce projet? Les raisons qui motivent? C'est très simple, c'est l'usure du réseau souterrain. Alors, c'est la raison pourquoi on va intervenir dans un premier temps. C'est vraiment l'usure. Il faut comprendre que le gouvernement du Québec nous demande de faire un plan d'intervention sur l'ensemble de notre municipalité et d'identifier les rues qui ont des problématiques au niveau de leur infrastructure. Donc, que ce soit le réseau d'égouts, que ce soit le pluvial ou que ce soit l'eau d'aqueduc, il faut à ce moment-là identifier la qualité de chacun de ces infrastructures-là. Par la suite, le gouvernement du Québec va nous autoriser des subventions à condition de certaines normes. Donc, même si la rue est complètement très laide ou elle est défoncée au niveau de l'asphalte, si le sous-sol est en bonnes conditions, donc les tuyaux sont en très bonnes conditions, le gouvernement ne subventionnera pas un seul sou pour cette rue-là, malgré le fait que les gens se promènent sur des rues qui sont difficilement carrossables. En contrepartie, l'asphalte peut être super belle, mais le sous-sol est complètement terminé et le gouvernement va nous demander d'intervenir sur ces rues-là. Et c'est la priorité de ces rues-là qui détermine les subventions. Alors, il faut dire que si aujourd'hui vous avez une subvention dans votre rue, c'est qu'effectivement, votre réseau d'aqueduc, votre réseau d'égouts et le pluvial, il est en très mauvais état. Il est probablement dans les plus mauvais états de nos rues actuelles. C'est un peu normal puisque ça fait partie des plus vieilles rues de la ville. Alors, on va procéder au remplacement de ces équipements-là, qui va vous donner aussi probablement des meilleures conditions, entre autres pour l'eau potable. Vous aurez probablement une pression un peu plus accrue parce qu'aujourd'hui, là, j'ignore, Marc-André, est-ce que c'est du plastique ou bien non c'est de la fonte pour le tuyau? Oui, c'est ça. Dans ces années-là, dans le quartier, là, autant dans cette rue-là que Barcelone, Bohème, même dans les halls à côté, il y a beaucoup de fonte grise. Donc, c'est un problème là, sur le réseau. Ça cause beaucoup de bris au niveau du service d'aqueduc. Puis, ça met en péril, là, s'il y a trop de bris, évidemment, on peut avoir un enjeu de sécurité incendie. Et puis, les caméras aussi qu'on a passées à travers les égouts, parce qu'on a fait les tests de caméras, ont dénoté que la majorité des tuyaux de béton sanitaire et pluvial étaient en état dégradé, je dirais, avancé. Donc, comme tu as mentionné, ça fait partie du plan d'intervention. Il faut commencer là, à mettre un peu à niveau notre réseau. Exact. Et pourront le voir, lorsqu'on fera le remplacement du réseau d'aqueduc, vous allez sûrement voir des petits bouts de tuyaux qui vont être sortis là, par l'entrepreneur et vous allez vous poser des questions pour ne pas vous lever ce trou-là. Elle est très bonne, ne vous en faites pas, mais il y a du calcaire puis il y a du fer qui se produit et qui bouche le tuyau. Donc aujourd'hui, si vous avez un tuyau de 6 pouces d'eau, bien aujourd'hui, probablement que vous avez 1 pouce et demi de clairance uniquement. Donc la pression va être augmentée et vous allez apprécier la qualité de cette eau-là.
Merci. Alors, juste pour vous informer, j'ai toujours 46 participants en ligne. J'ai 25 questions par écrit, mais il y en a plusieurs qui sont des commentaires. Alors, Guillaume, je vais en passer en rafale, puis tu pourras les libérer. Ça va m'aider dans la gestion des questions. Monsieur Pelletier dit « Il y a une partie du réseau pluvial à l'arrière des maisons située à l'intérieur de la place de Bretagne. Y aura-t-il des travaux sur cette portion de réseau? » Monsieur Bergeron, la réponse est non. Vous avez répondu tout à l'heure. Un spectateur anonyme qui s'intéresse au jardin de pluie soumet une référence. Vous allez la voir, on va la libérer. C'est www.catalyse urbaine sur le triangle Namur-Jean Talon à Montréal. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pourriez aller voir ça. M. Jean Valran dit « Pour la vitesse, un panneau de limite de vitesse à 30 ou 40 km serait une option possiblement intéressante. » Alors oui, mais il y a M. Elissam tantôt qui disait « Attention, on n'a pas trop de panneaux. » Alors, vous voyez qu'il y a du débat. M. Valran, peut-être que nous avons mal compris, mais avez-vous une date prévue pour le début des travaux? Alors oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est autour de la mi-mai, mai-juin. Encore une fois, par exemple, Pierre, il faut vraiment dire aux gens que tout va dépendre de l'appel d'offres. Alors, lorsqu'on va aller en appel d'offres, le gagnant de l'appel d'offres, qui est normalement le plus bas soumissionnaire conforme, cette personne-là peut-être va nous dire qu'il peut commencer des travaux uniquement à la fin juin. Et ce qu'on veut aussi coordonner tout ça, il faut coordonner avec l'ensemble des autres travaux qu'il y a dans la municipalité. Donc, on ne peut pas promettre au moment qu'on se parle, mais oui, les citoyens vont être informés le plus rapidement possible et il y aura même un lien disponible là, pour discuter lorsqu'il y aura des travaux. D'accord. Alors, c'est une date, mais toujours susceptible de changer à cause des contraintes d'appel d'offres. Alors, Mme Lorrain, pour aider M. Bergeron, elle disait « Oui, sauf erreur, ce sont majoritairement des érables, pas de frênes dans les arbres à abattre, d'après ce que je vois en me promenant. » M. Jacques Sanson, il va d'une suggestion. Pourquoi ne pas y aller graduellement dans l'abattage des arbres au lieu d'en éliminer 20 d'un coup? Alors, peut-être sur cette question-là, M. Bergeron, est-ce qu'il y a un phasage? On coupe tous les arbres le même jour? Comment ça marche? Non, en fait, le plan d'attaque par rapport à ça, c'est vraiment, on a identifié les arbres qui étaient sensibles, donc assurément, on va mettre des mesures en place pour essayer de les tenir en vie. J'ai vu une question qui demandait concrètement quelles sont les mesures de mitigation à ce sujet. L'une qui est particulièrement retenue, donc c'est au niveau de l'arrosage de l'arbre, si les racines sont exposées. C'est assez majeur. Donc, on doit mettre des jutes humides, tenir l'arrosage à tous les jours. Il y a vraiment une attention très particulière qui doit être faite là, lorsque les racines sont exposées. Donc, assurément, on va faire en sorte qu'on va essayer de le faire, mais il y a des petits signes qu'on peut voir avant-coureurs qui vont nous dire si l'arbre est assez en mauvais état qu'on va devoir simplement l'éliminer de la place avec l'ingénieur forestier. Il y a aussi au niveau structural les analyses. Si on voit qu'il y a des portions d'arbres qui sont dangereuses, on a sur le territoire, là, il y en a un peu partout, là, mais des fois les arbres ils viennent à créer des vides à l'intérieur, ce qui fait que la capacité structurelle de cet arbre-là est mise en cause. Donc, si on sent là, avec les professionnels qu'il y a un certain danger que l'arbre, une portion de l'arbre pourrait s'effondrer avec une grosse tempête, malheureusement, on ne peut pas les prévoir, mais on peut prendre action là, pour ça. C'est vraiment ces arbres-là qui vont être localisés. Ce n'est pas parce qu'on voit une maladie qu'on va l'abattre inévitablement. C'est vraiment une réflexion cas par cas. Si on voit vraiment un danger particulier, on va prendre une décision là, exécutive de dire bon, on ne prend pas de chance avec cet arbre-là, il est assez en mauvais état. Je ne crois pas que ce soit le cas pour ces arbres-là. C'est strictement vraiment les conflits des travaux. Si les racines, là, par hasard, il y a un coup de pelle, là, malheureusement, ça pourrait arriver, là, un coup de pelle, on va faire attention, mais si les racines sont coupées, puis on voit qu'il y a une majorité des racines qui ont été impactées parce qu'on a essayé d'aller chercher une entrée d'eau, on va essayer que ça n'arrive pas. On va sensibiliser les opérateurs à ce genre d'intervention-là. Malheureusement, si on voit que la situation sur le terrain ne nous permet pas de le faire, on prendra la décision d'abattre les arbres, mais ce ne sera pas fait avant les travaux. On n'ira pas abattre tous les arbres visés par les 20 arbres. Là, on va les garder jusqu'à temps qu'on ait vraiment plus le choix là, de s'en débarrasser. OK. Mme Lorrain dit 50-60 mm, c'est déjà bien. Vous plantez souvent du 20-30 mm. Un spectateur anonyme, quelle essence pour les nouveaux arbres? Je pense que vous l'avez dit tantôt que ça va relever, d'aller chercher une variété, puis ça va dépendre des disponibilités, mais j'imagine qu'il y a
il y a une liste, là, il doit y avoir 10, 15 sortes d'arbres ou 20, je ne sais pas. Qu'en est-il exactement? On n'a pas en fait, on n'a pas pondu encore, l'ingénieur forestier est sur le dossier, mais on n'a pas pondu là, je ne saurais comment l'appeler, de plan de variété, si on veut, pour s'assurer justement de bien planifier l'ensemble du territoire. Donc, c'est une initiative qui est en cours avec cette équipe-là. Malheureusement, je n'ai pas la liste là, concrètement devant moi. Par contre, on m'a dit d'ores et déjà là, que c'était très large. L'éventail est assez large. Toutes les propositions sont bonnes. C'est plutôt des principes de variété, puis choisir là, au niveau des conifères, au niveau des érables. La variété en général, c'est ce qui est recommandé. Je ne pourrais pas dire là, la liste des arbres qui sont disponibles là, dans le choix. Par contre, la liste est très longue. Si jamais il y en a qui ont des essences particulières qui sont intéressés à avoir la discussion, simplement nous communiquer avec nous, puis on pourra élaborer sur le sujet plus en détail. OK, merci. Quelques autres commentaires. Jacques Sanson, au lieu de penser à toutes sortes de solutions pour réduire la vitesse, pourquoi tout simplement ne pas mettre la limite à 30 km/h? Daniel Lamiot dit « Je seconde le désir de ne pas avoir de piste cyclable ». Suzanne Mercier dit « Bonne idée de partager les emplacements de jardins de pluie sur les deux côtés de rue ». Madame Frenette dit « L'animateur dirige… » Merci beaucoup, Madame Frenette. Gentil. Madame Frenette, merci à votre équipe pour cette présentation très bien faite. Merci. Monsieur Patrick Mecaël dit « Pas de piste cyclable, s'il vous plaît, pour nous. La rue est déjà étroite et cela limite le stationnement. » Deuxièmement, si des citoyens veulent se prémunir du gaz naturel, il est préférable d'en faire la demande avant le repavage de la rue afin d'éviter les tranchées dans l'asphalte neuf. Autrement, commander du gaz, se brancher sur le gaz naturel. Il pose la question, quels sont les moyens d'atténuation de la poussière lors des travaux? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a balayage, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'atténuation de la poussière, M. Bergeron? Oui, c'est assez commun. Là. On parle d'abat-poussière. Il y a un produit là, qui est homologué pour ça par les municipalités. Là. Donc, c'est simplement de l'abat-poussière. C'est comme un camion-citerne là, qui étend une espèce de liquide là, qui tient la poussière au sol. Ça se fait très bien aussi avec des camions à l'eau. Donc, simplement, on le remarque tous là, quand il pleut, évidemment, il n'y a pas de poussière. Là, donc, on recommande des fois de passer le camion à l'eau dans la rue pour tenir la poussière au plancher. Particulièrement quand il y a beaucoup de camionnage là, qui fait lever la poussière. Donc, ça fait partie des mesures là, qu'on a mis en place dans le devis. Déjà, là, ça ne changera pas. C'est requis dans tous les travaux qu'on fait sur le territoire. On porte une attention particulière au contrôle de la poussière. Merci. Nathalie Saint-Amand dit « Il me semble qu'il n'y a pas tant de circulation et nous conduisons prudemment en général. Nous ralentissons lorsqu'il y a des piétons, des cyclistes. Je ne crois pas qu'une piste cyclable est nécessaire. » Suzanne Mercier, à quel moment pourrons-nous voir où seront installés les jardins de pluie? Ça devrait être vers la mi-décembre, fin décembre, Madame Mercier. Vous pourrez les voir sur Agora. Donc, le reste, oui, commentaire de Mme Frenette. L'été, avec tous les tondeurs de gazon et leurs remorques, ils prennent beaucoup de place, alors ça réduit la largeur de la rue et donc pas de stationnement supplémentaire disponible. Madame Saint-Amand, quel est le pourcentage de hausse de taxes que vous prévoyez appliquer? On a déjà répondu que c'est aucune hausse de taxes. Voilà. Le spectateur anonyme, quelles sont les mesures concrètes d'ingénierie pour optimiser la vitalité des arbres pendant la construction? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pense que vous venez de répondre à cette question, M. Bergeron. Madame Frenette, comment pouvons-nous résumer les frais des travaux et l'impact sur les taxes? On l'a déjà fait. Alors, il me reste donc 6 questions par écrit. Là, j'ai passé les commentaires, mais avant d'aller à ces 6 questions-là, est-ce que j'ai encore des mains levées, Guillaume? Oui, on a Mme Lorrain qui a également la main levée sur le moment. Donc, je vais lui céder la parole. Mme Lorrain, à vous la parole. En fait, c'est pas Mme Lorrain. C'est M. Jean. J'ai utilisé son lien sur le courriel, donc je suis allé à ce qui était le plus près dans ma boîte de réception. Donc, il y avait deux Geneviève. Non, mais rapidement, je voulais voir avec vous, là, je sais que tout le monde est contre le trottoir, puis je fais partie de ce même groupe-là pour en fait, faire allusion un peu à ce que M. Taubette là, puis M. Salm m'ont mentionné aussi pour la réduction de la vitesse, puis de le faire de façon un petit peu nouveau monde là, de 2020. Il y a des choses qui s'intègrent relativement bien, justement, avec
les jardins de percolation. C'est moi d'ailleurs qui ai envoyé le lien tantôt. Puis je me suis mis anonyme parce que je voulais pas que vous voyez la différence entre Geneviève et que vous pensiez tout le temps que vous faisiez harceler par Geneviève. Là. Mais toujours est-il qu'une bande de pavés unis à des endroits, là, par exemple, d'un côté de la rue, pourrait bien s'intégrer au niveau des jardins de pluie. Puis naturellement, l'avantage de la bordure en pavé uni, c'est la flexibilité à travailler les pentes. Là. Le gel et le dégel n'arrêtera pas dans les prochaines années, bien évidemment. Donc, le pavé uni est beaucoup plus facile à corriger lorsqu'on a à faire des interventions. Puis on peut bien les intégrer, soit avec les bordures de granit, les tranchées de métal drainantes qui s'en vont arroser les plantes. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai envoyé le lien, parce que ça s'intègre là, de façon probablement très, très esthétique, dans le fond, à ce qu'on essaie de faire sur la rue. Puis l'autre chose, en fin de compte, c'est ce que je voulais regarder là, par rapport à la largeur. Je demandais la comparaison en ce qui a trait à notre largeur de rue de Bretagne, 7,4 mètres, versus, exemple, Savoie ou Turin, par exemple, où il n'y a pas de trottoir, mais je pense qu'on a une rue plus large. Donc, si ça nous permet justement d'avoir la bordure en pavé, ce serait vraiment esthétique là, pour le futur. Puis l'autre point que j'allais mentionner, c'est, je reviens souvent aux lampadaires, mais ce que vous avez fait, par exemple, sur Turin, Savoie, au niveau esthétisme, au niveau pollution visuelle, au niveau hauteur des réverbères, là, je pense quand même que la rue ici en taxe, malgré le fait que c'est un investissement de 4,6 millions, ça n'aurait pas un impact très majeur au niveau des coûts, parce qu'au niveau de l'électricité, tout est passé. Vous allez couler du béton pour des nouvelles bordures, puis ça serait facile d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus uniforme, là, puis qui va aussi un petit peu à l'image de toute la modernisation des maisons qui se fait sur la rue. Il y a des investissements majeurs présentement. Là. Il y a 5-6 ventes dans la dernière année. Les gens investissent 400, 500, 600, 700 000 supplémentaires sur les prix qu'ils ont payés. Donc, je pense que de l'actualiser 2020, incluant l'éclairage, serait tout à fait pertinent. Là, mais ça, c'est bien évidemment qu'un commentaire. Merci pour les commentaires. Est-ce que M. Bergeron, sur la question des bordures, pavés unis, etc., est-ce que vous prenez note de la suggestion ou est-ce que c'est... J'ai pris bien note là, de tout ça. Je n'ai pas pris le temps de consulter, par contre, là, ce qui avait été envoyé, mais j'apprécie la contribution. C'est quand même... le but là, de cette consultation-là. Évidemment, on est ouvert à toutes sortes d'idées. Certainement, je vais devoir avoir une discussion avec le reste de l'équipe, là, autant du niveau de la direction qu'au service technique. Encore là, pour des questions d'entretien, des rendus là, finaux. On essaie de standardiser tout ça aussi là, au niveau du territoire. Donc, il y a une réflexion à faire là-dessus, j'en prends bonne note et puis ce sera communiqué encore une fois via la plateforme. Là, c'est bien intéressant de voir ça. Excellent. Je le mentionne parce que c'est prouvé qu'aussitôt qu'on a quelque chose visuellement là, qui nous permet de voir que la rue est rétrécie, bien évidemment, il n'y aurait pas d'impact officiellement là, sur la largeur de la rue bordure à bordure. Mais visuellement, si on a un léger contraste entre la couleur de l'asphalte, par exemple, puis un pavé uni là, qui est peut-être un peu plus grisâtre, bien naturellement, il n'y a jamais un véhicule qui va aller nécessairement rouler là-dessus, là, à moins d'être en état d'ébriété, probablement, là, mais les gens sont très respectueux là, de la vitesse en général. Fait que c'est certain que ça amènerait à réduire la vitesse de circulation sans avoir de pollution visuelle. Là. Effectivement, mais j'en pris en bonne note, puis je ne vous cacherai pas qu'au niveau là, du passage, au niveau du parc, on avait déjà eu la discussion là, à l'interne que ce serait bien intéressant. Il y a déjà du pavé uni en place, donc le dépaysagement, c'est un petit peu moins imposant. Puis c'est l'endroit critique, si on veut, là, on en a discuté tantôt, c'est un endroit critique au niveau de la protection des usagers piétonniers au vélo, poussettes et tout ça, là, vu l'angle de sortie de ce passage-là. Donc, assurément, la proposition que vous faites serait très appropriée pour cet endroit-là. On va se pencher sur la question, là, tout le monde ensemble, toutes les entités concernées, puis on va pouvoir... Parfait. Mon dernier point, je veux peut-être revenir rapidement là, sur le point de M. Tauvette aussi concernant les services d'aqueduc, pluvial, sanitaire. Dans le cas de ma maison, là, je ne connais pas la situation de toutes les autres maisons des résidents sur la rue, mais je sais que mon entrée d'eau est mitoyenne, par exemple, avec le 69.
de Bretagne. Je sais que ça passe en dessous, par exemple, bon, de l'entrée, le pavé de l'entrée, après ça, l'asphalte de l'allée de stationnement, puis ça s'en va, dans le fond, rejoindre la ligne de terrain. Puis il y avait un point là, tantôt pour des gens qui posaient la question. Bien évidemment, vous avez ramené à votre ligne la ligne du terrain de la ville, l'aqueduc, le pluvial, le sanitaire. Est-ce que au moment de le faire, on va pouvoir être avisé? Parce que moi, je suis le premier, par exemple, à me dire ça vaut la peine de le planifier, de passer une ligne d'eau neuve au lieu de travailler avec du cuivre de 1960, puis de refaire des lignes en PEX pour les 100 prochaines années. Puis les emprises de la rue sont quand même avancées sur nos terrains. Donc, ce qui nous reste à faire comme investissement, là, à moins, comme vous l'avez mentionné, M. Bergeron, tantôt, quelqu'un qui aura à refaire son drain français au complet, mais pour ceux qui l'ont refait, c'est une intervention qui nécessite peut-être 4 à 5 000 $ sur place, puis l'équipement est déjà là. Donc, je pense que pour la pérennité puis l'entretien futur des sites, ça vaudrait peut-être la peine de le regarder et de donner l'opportunité de le faire pour les gens qui sont intéressés. Malheureusement, dans la majorité des cas, puis là, je ne veux pas parler pour les personnes qui le font, mais on voit souvent ce genre de demande-là et les soumissionnaires sont très frileux à faire ce genre d'intervention-là sur les terrains privés. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres gens là, qui peuvent le faire puis s'intégrer dans... Si vous avez un entrepreneur vous-même là, que vous voulez engager pour le faire, assurément, on va vous donner l'accès et on va coordonner les travaux. Si la personne là, qui retient le contrat est prête à travailler sur les terrains privés des gens dans des petits contrats là, qui vont se faire en dehors du contrat principal, on n'y voit certainement pas d'objection. C'est sûr que ce serait pertinent de le faire, comme vous le dites, la logique est là. Par contre, les nouvelles entrées d'eau et tout ça là, va être aménagé de manière à ce que ça soit simple. Donc, si vous ne désirez pas mettre le fameux 5 000 $ ou le 25 000 d'un drain français maintenant, parce que, bon, peu importe la situation, c'est pas disponible pour l'instant, techniquement, là, tous les aménagements qui vont être faits vont vous permettre de le faire. Puis, habituellement aussi, là, on a une année de différence entre le pavage de base et le pavage de surface. Donc, si jamais vous voulez le faire par après là, dans les travaux, vous décidez, vous changez d'idée, vous voulez le faire, puis malheur, on a déjà pavé là, en septembre, bien, vous avez quand même encore une période, là, si on veut, de flexibilité pour le faire s'il y avait des interventions à faire. J'en doute, personnellement, j'en doute. Là, je regarde les plans, puis je vois pas, là, il n'y aurait pas trop d'interventions à faire au niveau des nouveaux aménagements. Si jamais il y aurait ça à faire, bien, on aurait toujours l'opportunité de s'arranger puis de finir la couche de finition l'année d'après. On est très flexible à ce niveau-là. Il suffit simplement de le communiquer. Là, ce qui est important, c'est vraiment de le communiquer. Puis ça, je vous invite encore à le faire via la boîte courriel de manière à ce qu'on puisse l'intégrer au projet là, à l'interne. Excellent. Merci beaucoup. Merci, M. Jean. Alors, Mme Lorrain dit merci, Pierre-Alexandre Jean, de ne pas avoir usurpé mon identité. Alors, monsieur, j'ai quelques questions. Monsieur Pelletier dit la proposition que nous pouvons voir avec le lien est vraiment bien. Il pose la question si une partie de notre système d'irrigation gicleur est située dans l'emprise de la ville, que devrons-nous faire? Vous vous en occupez ou nous devons le faire? Partie de notre système d'irrigation, parenthèse, gicleur, située dans l'emprise de la ville. Ce sera mis en place. En fait, l'entrepreneur a l'indication de remettre à l'État ce qui était déjà en place. Donc, si on parle de travaux légers, là, ce sera fait par l'entrepreneur général. Si on vient qu'à briser quoi que ce soit d'ailleurs sur le terrain des privés par inadvertance, ce sera remplacé évidemment par l'entrepreneur général, au même titre que le système d'irrigation. Merci. J'ai Patrick Michael qui dit « Excellent commentaire de M. Jean sur la bordure de pavé uni et des lampadaires. » Mme Lorrain dit « L'idée du pavé uni ou des rétrécissements de rue serait plus jolie que le gros bonhomme jaune qui a été dessiné sur l'asphalte pour inciter les gens à ralentir devant l'entrée du parc. » Alors, ce sont deux commentaires. J'ai quelques questions sur les jardins d'eau. Alors, deux questions. Pour les jardins de pluie, comme le degré d'absorption est minime pour les terrains composés de glaise, avez-vous pensé à faire des bassins souterrains qui seraient plus esthétiques? Et le spectateur anonyme, je ne sais pas si c'est M. Jean ou quelqu'un d'autre, là, dit « M. Bergeron a confirmé que la percolation dans le sol est inexistante. La rétention se situe au niveau du volume d'eau exclusivement. Pourquoi ne pas mettre des bassins souterrains en béton ou autre? Les jardins d'eau sont carrément inutiles. »
car il n'y a pas de percolation. Pourquoi faire des jardins d'eau difficiles à entretenir au lieu de simples volumes de réservoirs de rétention? Alors, c'est deux questions similaires. C'est une bonne question. En fait, il y a deux volets à cette question-là. Il y a l'aspect technique, là. Donc, effectivement, là, on parle la fonctionnalité là, au niveau du bassin d'eau est somme toute la même. Par contre, encore une fois, quand on reste dans le technique, il y a aussi le volet là, dont j'ai mentionné un petit peu plus tôt au niveau de la filtration, de la qualité de l'eau. Les aménagements là, naturels permettent de réduire évidemment là, les matières en suspension qui vont dans le réseau pluvial, qui finissent toutes au niveau du fleuve. Donc, il y a un plus à ça. Là. Il y a vraiment un côté positif à l'aménagement de surface des noues drainantes plutôt qu'un simple bassin de rétention. Le plan stratégique, là, la volonté de la Ville, c'est que ça avait été établi là, dans le cadre dans les dernières années là, que les jardins de pluie étaient une solution intéressante, innovatrice qu'on désirait retenir. On prend en note le commentaire, là, donc c'est noté. Par contre, il y a le volet, donc j'ai mentionné deux volets. Volet technique, pour nous, ça répond à nos besoins puis à ce qu'on veut établir là, comme besoin technique au niveau de la Ville. Il y a aussi le volet esthétique là, qui est peut-être plus au niveau de M. Morin là, à répondre. Mais ce que j'ai vu là, dans le cadre des travaux précédents, c'est qu'il y a toujours un peu, là, il y a deux types de pensée à ça. Il y en a qui trouvent ça très beau, très intéressant, puis ça bonifie un peu les aménagements. Il y en a qui trouvent ça un petit peu plus... qui sont de l'autre côté de la clôture par rapport à ça. Je ne sais pas si M. Desjardins voulait vous positionner là-dessus. J'en prends bonne note, mais c'est très subjectif comme commentaire. Ouais. L'autre aspect qui est important, c'est qu'il y a quand même, dans des bassins souterrains, où il y a des interventions qui sont différentes au niveau des travaux publics lorsqu'il y a des difficultés avec ces bassins-là. Alors, c'est la raison aussi pourquoi on privilégie beaucoup plus l'action qu'on fait là actuellement avec des jardins de pluie. Moi, effectivement, je vais me permettre d'en ajouter un petit peu également aussi. Côté écologique, donc les bassins de béton, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est écologique. Au niveau de la production, notamment de gaz à effet de serre, le béton n'est pas un matériel qui est écologique, contrairement à des noues paysagères, comme on peut le voir ici. Je suis allé voir aussi le lien là, que nous a envoyé M. Jean, qui est excellent. Effectivement, ça montre un bel exemple d'une gestion plus écologique de nos eaux. Puis avec une ville qui prône le développement durable comme la ville de Candiac, c'est certain qu'on veut prôner des aménagements beaucoup plus écologiques, ce qui est le cas avec les noues paysagères. Merci. Guillaume, est-ce que j'ai des gens qui ont levé la main? Parce que sinon, j'ai 4 commentaires que je vais terminer. Mais... Non, on n'a pas de main levée, Pierre. Alors, allons-y avec les commentaires. Spectateur anonyme, là, je ne sais pas, encore une fois, si c'est M. Jean ou quelqu'un d'autre. Vous faites référence au changement climatique pour l'augmentation des débits d'eau pluviale. Sur quelles normes appuyez-vous vos calculs? Est-ce que le ministère, j'imagine, de l'Environnement a modifié les normes de calcul par rapport à ces débits? Est-ce qu'il y a une norme ou un règlement ou qu'on pourrait peut-être mettre le lien sur Agora? Oui, encore là, je vous avoue que je n'ai pas tout le volet technique. Là. Il y a eu des... j'ai un blanc, là, des lignes directrices là, qui ont été émises par le ministère. Ce n'est pas des normes là, strictes qui demandent qu'il faut mettre des jardins de pluie dans toutes les rues. Là, ça, c'est clair. Par contre, il y a des mesures à prendre en place pour limiter les apports d'eau et la question, on parlait de données, là, je crois, des données concrètes là, au niveau des changements climatiques. Évidemment, là, il y a plusieurs études sur le dossier. Là, on voit qu'on ne s'en va pas en reculant à ce niveau-là. Puis, malheureusement, ben, le réseau d'égouts existant, la volonté n'est pas de grossir les égouts simplement pour avoir plus de capacité. On préfère aller du côté des mesures compensatoires, des mesures de mitigation. Donc, c'est l'avenue qu'on a retenue là, à Candiac, mais qui est très populaire dans la majorité des municipalités. Évidemment, il y en a qui ne peuvent pas se le permettre, mais nous, on a l'opportunité de le faire. Donc, c'est la volonté là, de s'en aller vers des mesures compensatoires. Et puis, au niveau des jardins de pluie, je l'ai mentionné, il y a plusieurs autres volets intéressants, notamment au niveau esthétique, puis au niveau de la filtration. En ce qui concerne les normes, pour être plus précis, je n'ai pas exactement les normes. Il y a des débits maximum qui sont proposés au niveau de la gestion du pluvial. Je n'ai pas les chiffres là, devant moi, malheureusement. Mais en effet, il y en a, puis c'est à partir de ça qu'on a pris les décisions. Il y a certaines rues là, qui ont vraiment un problème là, au niveau des inondations. Il y a de l'accumulation d'eau lors de grands coups d'eau. Ça arrive à plusieurs fois là, au courant de l'année. Donc, on prévoit que ça va s'en venir là, à travers les années.
Nous, on ne regarde pas un horizon non plus de 5, 10, 15 ans. On veut vraiment regarder 50, 75 ans en avant, ce qui fait en sorte que les décisions qu'on doit prendre maintenant sont des décisions un peu difficiles des fois qui sont pas intéressantes pour le maintenant, mais on est très confiant là, dans cette approche-là, que ça va répondre à un besoin qui s'en vient rapidement. Merci. J'ai deux dernières questions. Est-ce que la Ville va s'occuper de tasser, entre guillemets, les systèmes d'irrigation sur le bord des chaînes de trottoir de M. Alain Tanguay et Mme Kietzewski? C'est ce que je comprends de l'emplacement, oui, c'est ça? En fait, même, on recommanderait là, de nous en faire part, encore une fois, via la boîte de courriel immédiatement. On pourrait l'intégrer là, à même les plans et devis qu'un système d'irrigation est présent et de faire attention. Puis, habituellement, les entrepreneurs de cette nature-là, des travaux sont très familiers et ont déjà toutes les pièces. Là. Si jamais il y aurait un bris, on s'en occupe, il n'y a pas de problème. Mais avisez-nous d'avance, que ce soit même sur le terrain, une semaine d'avance, au moins, ça va nous permettre de faire un petit peu plus attention. Merci. J'ai aussi une question. Quels sont les impacts possibles, question de Patrick Gilbert, aux résidences suite à la réfection des égouts? Par exemple, est-ce qu'on va manquer d'eau à court terme? Est-ce qu'il va y avoir un bris de raccord? Est-ce qu'il peut y avoir des inondations, des refoulements, des mauvaises odeurs, etc.? Là, vous voyez le type de préoccupation. Qu'en est-il? Au niveau de la première question, au niveau de l'alimentation en eau, dans les devis, c'est inscrit, là, on essaie de limiter les interruptions pour une période de 4 heures. Donc, il y a un système d'eau temporaire qui va être mis en place. Là, le feed d'eau, c'est-à-dire l'alimentation en eau, va être en continu. Malheureusement, des fois, il faut fermer le réseau pour ne pas contaminer puis remettre le nouveau tuyau avec le tuyau existant. Donc, habituellement, on demande des fenêtres de 4 heures. Les gens vont être avisés d'avance que l'intervention va avoir lieu. Et habituellement, on va mettre même là, des accroche-pas la veille sur la porte là, directement pour aviser les gens que, disons, là, habituellement, c'est entre 9h30 et 13h30, la période qui est préconisée, 9h30 le matin à 13h30 pour avoir le moins d'impact sur l'heure du souper, là, disons. Ça s'enligne comme ça dans ces eaux-là. La communication va être faite en amont dans les jours à venir avant l'intervention. Merci. Les deux derniers commentaires. M. Pelletier, la proposition est vraiment très bien. Mme Legault, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir permis de nous exprimer sur un sujet aussi important. Bonne fin de soirée. Alors, c'était les deux derniers commentaires. Guillaume, est-ce que j'ai des mains levées? Non, on avait Mme Lorrain qui a levé sa main, mais je crois que vraiment, ça a été répondu. Alors, ça met fin à cette période de questions et commentaires, là, à moins que quelqu'un d'autre en écrive un. Là, je vous donne, comme on dit dans les Mme Lorrain, donc, Mme Lorrain, je vous cède la parole. Ah, Mme Lorrain. Alors, allez-y, Mme Lorrain. Une fois, deux fois, trois fois. Oui, Mme Lorrain. Le micro est... Votre micro serait peut-être fermé, Mme Lorrain? Attendez. Je pense est-ce qu'on l'a? Oui, on l'a. Ah bon, donc, voilà. Alors, c'est la vraie Mme Lorrain cette fois-ci. Je voulais vous remercier de vive voix, peut-être pour la présentation. Là, ça avait été... on apprécie, là, je parle pour moi, mais je pense que je vais parler pour la plupart des citoyens qui étaient présents peut-être à la première présentation où le pauvre M. Bergeron était un peu tout seul là, pour essayer de répondre à toutes nos questions. Il avait fait de son mieux, mais on avait... On apprécie qu'il y ait des élus présents aussi, là, puis à notre écoute, se sentir consultés là, pour... ça a été mentionné tout à l'heure, ce sont parmi les plus belles rues de Candiac, les rues les plus prisées, peut-être autant pour les gens qui viennent s'y promener que pour les gens qui achètent des propriétés là, qui sont recherchées là, ici. Donc, on apprécie beaucoup d'avoir été consultés ce soir. Puis peut-être juste remettre là, en terminant l'accent sur la sécurité. Ça a été mentionné par plusieurs voisins. On est de plus en plus de jeunes familles là, sur la rue. Quand les maisons se vendent, c'est souvent des gens avec des jeunes enfants là, qui arrivent. Ça demeure une préoccupation. Donc, peut-être dans vos plans et devis d'ici le mois de décembre, peut-être prévoir, il y a eu des idées intéressantes, le pavé uni, tout ça. Si vous avez besoin qu'on soit mis à contribution, ça nous fera plaisir d'y réfléchir, je pense, là, à plusieurs têtes aussi, mais ça doit vraiment être pris en compte, je pense, là, dans la façon dont seront pensés là, les travaux
puis pour peut-être que ce soit intégré, que ce soit harmonieux, puis qu'effectivement, on n'arrive pas seulement 6 mois plus tard en disant, bien, on va mettre une pancarte ici, puis on espère, en plein milieu de la rue, puis on espère que ça va faire l'affaire où on va mettre un gros pot de fleurs. Là, il y a moyen de réfléchir probablement en amont là, dans les plans là, que vous allez nous soumettre d'ici le mois de décembre. Donc, c'était mon dernier petit point, mais je vous remercie pour la présentation. C'était très bien présenté, on apprécie. Merci, Mme Lorrain, à la fois de vos suggestions et de vos bons mots, puis d'avoir aidé certains de vos voisins et voisines à participer. On a encore quand même 40 participants. C'est pas mal. Ça témoigne de l'intérêt que vous avez pour l'aménagement de votre voisinage. On reçoit encore quelques commentaires. Merci pour cette présentation de M. Pelletier. Bonne soirée. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Très apprécié, M. Vallerand. Alors, merci. Je ne pense pas que j'ai d'autres mains levées, Guillaume. Je veux juste m'en assurer. Avant de vous effectivement, non. Non. Avant de vous recommuniquer, peut-être, Guillaume, si tu pouvais mettre à l'écran, pour les gens qui veulent la noter, la présentation à l'avant-dernière page, là, il y a une adresse développement-génie@ville.candiac.qc.ca. C'est l'adresse où vous pouvez obtenir des informations. Et il y a aussi un numéro de téléphone. Et pendant ce temps-là, je reçois des remerciements de M. Michael et d'un spectateur anonyme qui est M. Jean. Merci pour votre temps et bonne soirée. Merci à toute l'équipe et bonne soirée. Donc, vous voyez à l'écran l'adresse. Je vous laisse la prendre en note. De toute façon, je vous rappelle que cette présentation, de même que l'enregistrement de cette séance, vont être disponibles sur le site agora.candiac.ca. Le service des coms a besoin de quelques jours pour procéder à ça. Là. Ça devrait être plutôt vers la fin de la semaine prochaine, mais ça sera disponible. Vous pourrez aussi revenir sur l'Agora, peut-être pour consulter quelques fiches complémentaires d'informations qui pourront être mises, des réponses à des questions qui étaient de nature technique ce soir et pour lesquelles il manquait un lien ou une donnée exacte. Alors, ça pourrait être là, de même que les plans qui seront rendus publics sur cette plateforme. Et évidemment, chacun d'entre vous, là, il va y avoir des enjeux personnels, votre terrain, l'aménagement, l'arbre sur votre terrain, les branchements, etc. Alors, comme M. Bergeron l'a dit, n'hésitez pas à communiquer avec son équipe le plus rapidement possible pour les aider à prévoir ce qu'il y a à prévoir pour que ça se passe le mieux possible dans votre quartier. Alors, je remercie tous les gens qui ont participé ce soir. Je remercie les élus qui ont assisté à ces délibérations, les présentateurs, M. Desjardins, M. Morin, M. Bergeron qui ont répondu à les questions, Guillaume qui m'a donné un coup de main. Et je vous souhaite à tous et aussi l'équipe des communications qui a travaillé sur les présentations puis l'organisation de cette soirée. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente soirée et on ne pourra pas dire un bon retour à la maison puisque vous y êtes déjà, mais prenez soin de vous. Au plaisir de vous revoir en présentiel, peut-être dans une autre séance un jour. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.